Tous les rappeurs béninois sont mes enfants. Je suis le papa. Il n'y a aucun rappeur du Bénin qui est meilleur que moi. Quand je viens à Kassato comme ça et que je vois un peu, je me dis mais attends, genre, mon daron il m'a ramené dans une brousse, c'est quoi Donc je me suis dit pourquoi ne pas continuer ce qui se passait déjà au collège à Opier et tout. On allait faire des prestations avec mon groupe de rap dans tous les collèges de la zone. Je me rappelle, la plupart des gens ne te prenaient pas au sérieux à l'époque. Les gens ne voyaient pas bien ça. C'était une époque où les gens m'ont beaucoup jugé. C'est à partir de Fumi que j'ai commencé à toucher le truc. Je me suis dit waouh. Comment c'est venu? Comment tu l'as écrit? L'inspiration de Fumi, c'était vraiment pas une chanson que j'avais envie de sortir parce que moi je suis un rappeur, tu vois. Moi je veux kicker, je veux montrer que je suis le plus fort. J'ai sorti la chanson, c'était timide. On tourne le clip de Fumi. Il y a des contrats sur lesquels c'était moi, je devais prendre ces contrats-là, mais on donnait à d'autres artistes. Mais vous qui avez fait ça là, je vous connais. Je vous regarde, je vous connais. Et vous savez que je sais. Je voulais changer de direction artistique et je voulais sortir mon EP. Je voulais revenir vraiment dans le rap. Et pour ça, j'avais besoin d'une chanson qui fasse parler. Numéro 1. Chez nous, les gens n'aiment pas que tu dis je suis le meilleur. Donc quand tu fais un son, tu dis tu es numéro 1. Moi, quand tu parles de ça, ça me fait penser au Clash. Parlons-en. C'est toi qui as lancé le Clash, non? J'ai pas lancé de Clash. Ça, j'ai l'impression que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Les gens n'ont pas une bonne culture du rap. Je savais que ça allait créer ça. Tous les rappeurs là que je vois là, je sais que aucun d'eux ne peut gagner un clash contre moi. C'est à ce moment que j'ai compris en fait que peu importe là où tu es, tu peux créer ton bonheur, tu peux créer ton propre mood à toi et exister en fait. Quelle suite tu vois pour ta carrière? Si je prends bien le son comme il vient là, il n'ira pas la chercher. Il n'ira pas me chercher. Chris Ba, de son vrai nom Aurel Terence Guézo Akwefa, est l'un des artistes les plus emblématiques de la scène musicale béninoise. Surnommé le Dahomey Boy, il se distingue par ses textes percutants qui racontent l'identité, les espoirs et les luttes de toute une génération. Avec une communauté de plus d'1 million d'abonnés sur ses réseaux sociaux, Chris Ba continue d'impacter le public béninois et africain à travers ses projets comme 229 Ouella ou son tout dernier album numéro 1. Alors les amis, je suis toujours aussi choqué lorsque je regarde cette statistique. Pourquoi? Parce que je me rends compte que plus de 90% d'entre vous qui suivez le podcast n'êtes toujours pas encore abonnés à la chaîne YouTube. Alors si vous aimez ce qu'on fait, vous aimez le podcast qu'on produit, la façon la plus simple et la plus gratuite de pouvoir nous aider, nous soutenir et nous accompagner également, c'est en cliquant sur le bouton s'abonner. En faisant cela, l'engagement que moi je prends envers vous, c'est que chaque semaine, chaque dimanche, mon équipe et moi, nous allons donner le maximum pour vous produire la meilleure émission possible, le meilleur podcast possible, les meilleurs invités possibles, afin que vous passiez toujours un bon moment. Cela dit, je vais vous laisser suivre ce nouvel épisode. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de discussion informelle. Et je commence par apprécier les formats où on est à deux. Et aujourd'hui, je suis à deux avec... je suis accompagné de Chris Ba. Chris Ba, comment ça va? Bien, Béni, je vais super bien et toi? Ça va bien aussi. En forme? Ça va, merci. On rend grâce. Bienvenue chez nous au PodLab. Merci de m'avoir invité. Ça a l'air vraiment apaisant. C'est calme, c'est tranquille, c'est chill, c'est chic. C'est chic. Là, il te faut juste un massage pour te tuer. Hein? J'aime pas les massages. Tu n'aimes pas les massages? Non. Sérieusement? Tu es la première personne que je rencontre qui n'aime pas les massages. J'aime pas les massages parce que... tu as eu une mauvaise expérience avec un massage? Non, j'ai pas eu de mauvaise expérience, mais tu vois, en fait, quand tu dis massage, en fait, je vois le côté professionnel, tu vois. Ouais. Donc, j'aime pas les massages professionnels. Ah, ok. Merci de nous avoir informés. Alors, Chris Ba, tu es un artiste, un rappeur du 229. Ouais. Pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas, comment tu te présenterais aujourd'hui? Je dirais que je suis Chris Ba, à l'état civil, Aurel Awira Terence Setondier Guézo, artiste béninois, chanteur, rappeur, auteur, compositeur. Quoi d'autre? Numéro 1. C'est ça.
Quand tu dis numéro uno, pour toi, c'est quoi? Genre, ça te fait penser à quoi? Ça t'évoque quoi, numéro uno? Numéro uno, ça m'évoque, je vais dire, la chanson que j'ai lancée pour annoncer la sortie de mon EP. Ouais, c'est ce que ça m'évoque. Oui, mais est-ce que ça t'évoque aussi une position particulière? Je pense que, tu vois, chaque rappeur, en fait, pense qu'il est le meilleur, tu vois. C'est très relatif. Après, c'est au public de juger qui est le meilleur. C'est aux statistiques, c'est à plusieurs facteurs de définir qui est le meilleur en fonction de ces facteurs-là, tu vois. Il y a celui qui est le plus écouté, celui qui est le plus fort techniquement, celui qui est le plus fort au niveau des rimes. Donc, je pense que c'est très relatif. Je ne dirais pas que je suis le meilleur rappeur du Bénin. Je dirais qu'il n'y a aucun rappeur du Bénin qui est meilleur que moi. Là, tu joues sur les mots. Non, mais de tous les rappeurs que je connais, je pense qu'aucun n'est meilleur que moi. En tout cas, les rappeurs béninois toujours en activité. Sinon, il y a des gars qui ont rappé, qui ne sont plus forcément en activité, mais je sais qu'ils sont super forts. Il y a des gars qui n'ont pas encore commencé, et c'est sûr qu'il y en a qui sont super forts et même plus forts que moi. Donc, dire que je suis le meilleur comme ça, alors qu'il y a des gens qui ont peut-être fait mieux que moi avant ou des gens qui vont faire mieux que moi après, ce serait un mirage. Mais actuellement, de ce qui se fait actuellement, je pense, hein, avec toute modestie et sans prétention, que si je prends bien le son comme il vient là, il n'ira pas la chercher. Il n'ira pas me chercher. T'as la ref? Ah ouais, j'ai la ref. T'as la ref? Je sais que j'ai la ref. Ils ne seront pas à la chercher. Moi, tu me parles pas d'âge. Hein, moi, tu me parles pas de... Ah ouais, je kiffe. On commence très bien. Alors, ouais. J'ai une rêve sur toi que peut-être très peu de personnes ont et que j'ai peut-être pas... On n'a pas toujours la chance d'avoir ce genre de rêve. Hein. Et la rêve, c'est que je t'ai connu, je sais pas, ça fait plus de 10 ans. 10 ans? Plus. Peut-être 12, 13, je sais plus exactement. Mais qui es-tu? Ah là, tu me fais peur. Voilà. Parce que 12 ans, là, ça fait quoi? Ça fait 2013? Ouais, 2013, 2012. Frérot, j'étais à l'ENAM, là. Non, donc avant, alors. Avant l'ENAM? Donc quoi, 15 ans? À Kassato? À Kassato. T'as fait à Kassato? J'ai fait à Kassato. Quoi? Quelle école? À Kassato. Non. Je te promets. Non. Je te promets. Sérieux? Je te promets. Attends, donc tu connais Magistral, tout ça? Tout ça, je connais. Sérieux? Je te promets. Donc, moi, je me rappelle bien, j'avais très bien... C'est pourquoi je te parle de la ref. À l'époque, ce qui est incroyable, en fait, quand je vois un peu la carrière, je me dis c'est incroyable. C'est pourquoi je pense que c'était très bien d'avoir cette conversation avec toi en ayant un peu ce regard-là sur pratiquement les 15 dernières années, tu vois. Même si c'est perdu de vue pendant un long moment. Mais après, quand tu es revenu et tout, ça fait truc-là. Et l'image que moi j'avais de toi au collège, je crois que tu devrais avoir au moins quelques années sur moi en termes de promotion. Donc tu es un peu devant. Ok. Mais à l'époque déjà, tu poussais la zik. Ouais. À l'époque déjà, tu chantais. Ouais. Et tu avais déjà une dégaine. Je me rappelle, tu étais en kaki, tu t'habillais. Les baskets, les lacets damés, les soupras. Les lacets, tout ça. Les lacets colorés. Oui, les tailles-basses, tu vois. Et puis le style, tu vois. Ouais, et tu connais. Tu avais déjà cette dégaine-là. Et je me rappelle, la plupart des gens ne te prenaient pas au sérieux à l'époque. Ouais. Pour eux, c'est un mot de... tout le monde, les gens veulent reçu le vieux. Puis il y a ce gars-là qui passe. Parce que tu sais, moi, je venais de père au pied, tout fraîchement. Et quand je viens à Kassato comme ça, et que je vois un peu, je me dis, mais attends, c'est quoi? Genre, mon daron, il m'a ramené dans une brousse, c'est quoi? Mais en fait, je pense que c'est à ce moment que j'ai compris en fait, que peu importe là où tu es, tu peux créer ton bonheur, tu peux créer ton propre mood à toi et exister en fait. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas continuer ce qui se passait déjà au collège, à Opier et tout,
Mais les gens ne voyaient pas bien ça, tu vois. On mettait des lacets colorés, des couleurs orange fluo, vert fluo de ce côté, rouge de ce côté, tu vois, les kéfirs et tout. Les gens ne comprenaient pas le truc. Je me suis dit, c'était chaud. C'était une époque vraiment où les gens m'ont beaucoup jugé. Comment tu as vécu cette époque-là? Surtout par rapport à ton envie de faire de la musique déjà et que tu as dit à commencer par faire à l'époque. Je vais dire, j'étais très rebelle. J'étais très rebelle parce que je n'étais pas d'accord qu'on quitte Cotonou. Je ne voulais pas quitter mes amis et tout. Donc, quand je viens à Kassato et tout, j'ai insisté pour faire le CEG parce que je voulais vraiment... Pour moi, j'avais une image du CEG qui était la pagaille, tu vois. À l'époque, j'étais en mode rebelle, tu vois. Donc, mettre des lacets de couleurs et tout, c'était tout moi, quoi. C'était exactement qui j'étais. Donc, je le vivais bien. Sauf que j'avais pas d'alter ego à l'époque qui faisait le même truc que moi. Donc, ça me faisait paraître un peu comme une personne, tu vois, différente, tu vois, c'est-à-dire le gars bizarre, tu vois. Mais c'était frais. Je suis content de savoir que tu trouvais ça frais et tout. Oui, parce que c'est toi à l'époque, je ne sais pas si tu te rappelles après, je crois que tu t'en rappelles, tu as sorti un morceau qui s'appelait Akasato Mabrousse. Akasato Mabrousse. Et tu as même fait un t-shirt à J'ai l'époque. fait un t-shirt qu'on a vendu. Qu'on vous avez vendu à l'époque. Et ça, c'était écrit dessus. Akasato Mabrousse. Tu as acheté ça? Voilà. Je ne me rappelle plus s'il y avait acheté ça ou pas. Non, mais on a vendu. Mais voilà, beaucoup de personnes avaient acheté. Beaucoup de personnes portaient ça aux journées culturelles. Et je crois même aux journées culturelles, vous avez même chanté. On chantait chaque fois aux journées culturelles. Voilà. Et pas que à Kassato. On était dans tous les collèges de la zone. Cerro-Marique, la Grande Académie, Faucon, Agassa Godomé, à Mississento. Oui. Dans toute la zone, on allait, même jusqu'à Glo, avec Davamen là-bas, on allait faire des prestations avec mon groupe de rap. Je vais dire, j'étais déjà une petite star à Kassato à l'époque. Déjà à Kassato à l'époque, ouais. Je pense. Et en fait, je voulais parler de cette période parce que c'était pas... Est-ce que c'était un pari gagné pour toi? Est-ce que tu te disais, quand tu faisais tout ça à l'époque, ah ouais, je vais vraiment percer dans la musique et je vais devenir je vais devenir un blaze ou je vais devenir je sais pas, une rostar dans la musique qui vit de la musique. Est-ce que tu pensais ça? Bon, vivre de la musique déjà à cet âge, tu pouvais pas le prévoir, tu vois. Tu ne sais même pas comment ça se passe quand tu es une star. C'est que tu te dis, forcément, quand tu es une star, c'est que tu as les sous, tu vois, le rêve que les autres artistes nous vendent et tout. Donc, tu ne sais pas, en fait, si c'est parce que c'est un métier que ça te donne de l'argent ou si c'est parce que, voilà. Mais je pense que moi, il y a eu une grosse transition dans ma vie. C'est-à-dire, en fait, en fonction de qui j'étais avant de venir à Kassato et tout, tu vois, l'époque où j'ai eu, juste avant d'avoir le bac, là, je crois que c'était, je devais avoir 16 ans, 17 ans. Et pour moi, c'est que ma vie n'allait pas aller beaucoup plus loin que ça, tu vois. Donc, j'étais vraiment en mode rebelle. Tu vois, à l'époque, j'étais le premier de toute ma promotion au CEJ à Kassato. Mais j'étudiais... Tu étais brillant aussi en classe. Ouais, j'étais le premier de toute la promotion en seconde. Après, bon, j'étais plus premier de la promotion, mais j'étais toujours premier de ma classe, tu vois. Mais je n'étudiais pas. Quand j'allais au bac, j'ai pas étudié, j'ai jamais révisé mes cours. Je suis juste allé à des TD là. Et Dieu sait comment j'allais à ces TD. En fait, je ne forçais rien, tu vois. Donc, faire de la musique, pour moi, à l'époque, c'était comme un exutoire, tu vois. J'avais juste envie de montrer que, ouais, je pouvais vivre aussi. Parce que je me disais, peut-être que ça n'allait pas continuer, tu vois. Donc, je n'ai jamais espéré être une star. Je ne sais pas si tu peux comprendre. Limite, même moi, quand tu me demandais c'est quoi ta carrière envisagée, j'en avais pas. Je te jure, j'avais pas de carrière envisagée. Quand on me demandait combien d'enfants tu voudrais avoir, je savais pas. J'avais même pas de petite amie à l'époque. C'est pour te dire, en fait, j'étais pas quelqu'un qui était fixé vers l'avenir. J'avais pas d'objectif et tout. Je voulais juste faire mon truc tranquille. Et je vais dire que quand j'ai compris dans ma psychologie que, en fait, cette barrière que je m'imposais, c'était juste du pipeau,
et que je pouvais vivre beaucoup plus longtemps que ça, qu'il y avait beaucoup de choses à expérimenter, c'est là que je me suis dit, tiens, je peux faire carrière. Et ce moment est arrivé au collège ou après le collège? Après le collège, après le bac. Après le bac. Quand Après le bac, l'ENAM? à l'ENAM. J'ai d'abord fait un an d'anglais. J'ai fait l'anglais. J'avais la bourse, donc j'ai fait l'anglais. Après, j'ai fait l'ENAM l'année qui a suivi. Et ouais, disons, c'est vraiment sur le campus, là, à la Flash, en anglais, que je me suis dit, mais il y a une autre vie, quoi, tu vois. C'est à partir de ce moment que je me suis dit, tiens, je peux encore faire des choses, tu vois. Et c'est à ce moment que c'est vraiment arrivé. J'avais mes plans en tête, je faisais mes sons et tout. Et je voulais être le plus fort. Franchement, déjà, quand tu dis que tu voulais être le plus fort, tu te comparais à qui pour savoir si tu étais fort ou pas? J'écoutais beaucoup de Booba, j'écoutais beaucoup de Youssoupha, j'écoutais du Cassidy, j'écoutais du Pusha T, j'écoutais des... En fait, pour moi, selon moi, les meilleurs au monde entier en termes de rap, c'est ceux-là que moi j'écoutais. C'est qui ton rappeur préféré? Mon rappeur préféré, ça dépend de beaucoup de choses. Tu vois, Booba, en fait, c'est pas mon rappeur préféré en tant que tel, même si j'adore sa plume, j'adore ses choix de prod, j'adore sa direction artistique et tout. C'est beaucoup plus comme une personne qui me fascine, tu vois. C'est beaucoup plus, je vais dire, tu vois, le type de rappeur ultime, en fait, tu vois. On enlève la personnalité de l'artiste et tout. Mais pour moi, en termes d'image de rappeur, c'est Booba que je vois tout de suite, tu vois. À part ça, côté plume, je vais dire Youssoupha, rap français. Rap UK, je vais dire Cassidy. Rap USA, je vais dire... USA, par contre, t'as beaucoup de gros artistes. Hein. Mais j'écoutais beaucoup la musique de Pusha T, comme je l'ai cité tout à l'heure. J'écoutais, bien sûr, j'ai été matrixé par le Dirty South de Lil Wayne, Ricky Ross et tout. T'as pas écouté du Kanye? Kanye, c'était un peu trop décalé pour moi. Faut dire que moi, je suis de l'école puriste du rap. Ok. Puriste dans le sens où tu dois faire tes rimes sur au moins 2 ou 3 syllabiques, tu vois. Tu peux pas rimer c'est l'été, par exemple, avec tout est imparfait. Tu vois, moi, je suis de l'école où quand tu fais c'est l'été, tu peux rimer avec c'est l'état ou bien ça l'était. Tu vois, il y a le CLT, tu vois. Donc, je suis plutôt de cette école. Donc, Kanye, c'est un super bon rappeur. Mais pour moi, sa musique était un peu trop décalée. C'était pas ce qu'il y avait de plus formel. Alors que moi, c'était plus commercial, tu penses? Commercial, non, je dirais décalé. Décalé, ok. Décalé, ouais, c'est un fou, tu vois. C'est un gars qui crée des trucs et tout. Et nous, on voulait juste rapper bien. Après, cette vision-là a changé. Hein. J'ai commencé à écouter d'autres artistes, des musiques beaucoup plus variées, beaucoup plus diversifiées, beaucoup plus décalées, des trucs un peu plus fous. Mais Kanye, c'était pas trop. J'étais beaucoup plus Jay-Z peut-être, ou Nas. Que Kanye. Ouais, que Kanye, tu vois. J'étais beaucoup plus Eminem, tu vois. Ouais. Ok. Donc, quand tu arrives à l'université, à l'ENAM et tout, tu continues de rapper, tu continues de chanter. C'est avec l'assurance de quoi? Est-ce que tu avais une assurance, en fait, ou tu le faisais toujours en cachette? Déjà, qu'est-ce que tes parents pensaient de ça? Mes parents ne me comprenaient pas. Parce que, tu sais, en Afrique, surtout au Bénin, le rap, on nous l'adore, quoi. Et moi, je faisais un truc qui me faisait paraître encore plus fou. C'est-à-dire que je battais la mesure avec ma main comme ça. Quand je marchais dans la rue, je me tapais la tête comme ça. Donc, je rappais, en marchant, je fais... Je te jure, c'est un truc quand je marchais dans ma rue comme ça et que les gens me voyaient. Les gens venaient dire à mes parents... Mais t'es un cap, quoi. Mais votre fils... il est fou, lui, il y a un truc qui va pas, quoi. Tu vois, il y a un truc... il comprenait pas. Tu vois.
Donc, mes parents ne me comprenaient pas. Mais il faut dire qu'ils savaient déjà que j'étais un enfant un peu spécial parce que ma première passion, c'était le dessin. J'étais un gros dessinateur depuis tout petit. J'ai fait du théâtre très petit et j'ai fait du slam très petit. Donc, mes parents savaient déjà que j'étais pas là. Tu vois, moi, je dessinais des personnages de foot avec au bic, hein. Je dessinais des personnages de foot. Ma mère, elle était coiffeuse, donc je prenais les cartons de Expression, de Bonita, les trucs de... Bon, ça, c'est les enfants de coiffeuse. En tout cas, les gens qui savent, les cartons là, je dessinais, je découpais. Et je gardais les personnages comme ça. Et je faisais des trucs genre... Tu vois, j'étais pas là. J'étais dans un délire, en fait. Je créais mes films. Moi seul, je comprenais ce que je faisais. J'avais l'imagination très, 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 très développée depuis tout petit. Donc, mes parents savaient déjà que j'étais un peu bizarre. Mais la musique, c'est pas très bien vu au Bénin, tu vois. J'aurais peut-être fait carrière dans le dessin que mon père aurait dit, OK, on va essayer de te trouver une école. Ou j'aurais peut-être voulu faire du cinéma on m'aurait peut-être mis à ISMA ou je sais pas quoi, tu vois. Mais il n'y a pas d'école de musique, il n'y a pas de... Tu vois, dans l'audiovisuel, il y a des métiers, tu vois, que les parents comprennent. Dans le dessin, on me dit, tu vas finir architecte. Mais quand tu as envie de faire de la musique, c'est que... et quelle musique? Djeng Belazine, musique, tu vois. Okay. Donc, mes parents ne me comprenaient pas. J'avais pas d'assurance. C'est pas comme si je comptais sur quelque chose, mais je voulais être le plus fort. Mais qu'est-ce qui te poussait à continuer? J'étais le plus fort. Pour toi, dans ta tête, tu étais le plus fort? Non, mais je rencontrais des gars, j'écoutais des gars. Le seul gars qui m'a matrixé, c'était Zef, de Four Seasons. Et il continue toujours de me matrixer aujourd'hui. Mais j'étais le plus fort. Et j'étais le plus fort il y a très longtemps. C'est pas aujourd'hui. Je pense même que ceux qui me connaissent à l'époque savent que j'ai baissé de niveau, tu vois. Mais là, je reviens. Mais depuis l'époque, j'étais très fort déjà. J'étais vraiment le plus fort. Et c'est pas aujourd'hui, c'est depuis 2015 que j'étais le plus fort. Ouais. Alors, à quel moment tu as eu la confirmation du public que tu étais fort? Parce que c'est très bien de penser qu'on est fort, mais moi, je dis toujours que la validation externe, surtout quand tu fais un métier de l'art, quelque chose de créatif, tu as besoin de la validation externe. Tu as besoin que les gens écoutent je vais te dire ta musique. Je vais te dire un truc qui va t'étonner. Ta question, c'est quoi? À quel moment tu as eu la validation du public que tu étais le plus fort? En février 2025. Ok, pourquoi en février 2025? Parce que c'est à ce moment que les gens ont vraiment compris que j'étais le plus fort. Explique. Il y a eu quoi en février 2025? Il y a eu la sortie de Numéro Uno, il y a eu les histoires de clash et tout. Et les gens ont compris que, Crispa, c'est quand même un rappeur. Tu vois, Crispa, il écrit. Genre, la plume de Crispa, c'est quelque chose. Je pense, les gens ont dit que j'écrivais avec l'intelligence artificielle. Dès qu'on a dit que j'écrivais avec l'intelligence artificielle, je me suis dit, ouais, je suis le plus fort. Ouais. Dès qu'on m'a comparé à l'intelligence artificielle, je me suis dit, OK, ils savent que je suis le plus fort. Parce que moi, je sais que je n'ai jamais utilisé l'IA. Ouais. Donc, pour eux, la conception que leur cerveau fait de ce que j'arrive à écrire, c'est que c'est forcément à l'aide d'un robot. Mais, que tu es devenu un robot. Mais pas des moins... pas n'importe quel robot, quoi. ChatGPT, quoi. ChatGPT, écoute, ça fait des doctorats. Ça fait des doctorats, ça fait des thèses. des PhD malades, quoi. Attention. Donc là, je me suis dit, OK, ils savent que je suis le plus fort. Sinon, au début, ils ne savaient pas. Je pense même que la chanson qui a fait que j'ai commencé à me faire connaître du public, c'était pas vraiment du rap. C'était quelle chanson? C'était pour un concours d'un réseau de téléphonie. C'est le premier concours que tu as remporté, n'est-ce pas? J'ai même pas remporté le concours. J'ai même pas été parmi les finalistes. Si tu veux l'histoire, c'est que c'est Four Seasons qui a organisé le concours. Et eux, ils ont un type de rap qu'ils aiment. Eux, c'est vraiment l'école puriste. Sauf que moi,
comme je t'ai dit, quand j'ai commencé à comprendre que, ouais, je pouvais vivre beaucoup plus, j'ai commencé à écouter, quand je dis vivre, je vais vivre beaucoup plus de choses, tu vois. Je ne me limitais plus. J'ai commencé à expérimenter d'autres choses. J'ai commencé à écouter d'autres types de musique et tout. J'ai commencé à me laisser influencer par d'autres genres. Donc, j'ai proposé un rap beaucoup plus afro. Et il faut dire que les organisateurs du concours, ils m'ont écarté parce que, pour la simple raison que le beat sur lequel j'ai performé n'était pas un beat rap. Rap, ok. Mais c'était la vidéo qui avait le plus de succès. Parce que je pense que c'était quelque chose de nouveau. Rapper comme ça sur un beat afro, c'était quelque chose de nouveau. Et c'est là que les gens commencent à me découvrir, en vrai. Le grand public, sinon, à Kassato, les gens connaissaient les chansons qu'on faisait avec mon groupe. Il y avait Foussé, qui était une chanson que les gens connaissaient bien. Il y avait Envie Mal, que certains connaissaient un peu. Mais la chanson qui a fait que, voilà, les gens sur Internet ont commencé à me remarquer, c'était ça. Après ça, j'ai fait mes freestyles à l'écumoire. Même à l'époque des freestyles à l'écumoire, je pense que seuls ceux qui connaissaient vraiment le rap savaient que le jeune là, son niveau, c'est pas négligeable. Moi, j'ai l'impression, si tu me le permets, que le freestyle à l'écumoire, ça a été vraiment le premier gros buzz que tu as eu. C'est vraiment ce qui a fait que, ok, tout le grand public t'a découvert et a commencé par parler de toi. Ouais, venez pour te dire que je suis un mot de passe. Tu veux l'université, tu connais le mot de passe. Je n'aime que la zik, ce qui veut dire que mon cœur est petit pour que tout le monde passe. Ce n'est rien que pour le cash que les gars se cachent entre eux, se battent, se tuent, se cassent en deux. La conséquence, c'est la conséquence. Ma nigga, y'a jamais de passe en deux. On parle des hommes et on parle de Dieu. Parfois le game est pas studieux. Y'a des fois qui sortent, y'a des voix qui souffrent, mais ta voix qui souffre quand t'es pas studieux. Ouais, parce qu'à l'époque, je me rappelle très bien, tous les artistes ont commencé par partager. Ah ouais, je crois que même beaucoup d'artistes ne te connaissaient pas avant le freestyle à l'écumoire. Ouais. Et beaucoup de personnes ont commencé par partager ça en mode ah ouais, mais regardez ce que ce gars il fait, mais c'est très intéressant. Et moi, je me rappelle des vidéos, c'était très original. Tu venais, tu tapais ton truc et puis tu chantais, tu vois. Tu te prenais pas la tête, il n'y avait pas de montage. C'était vrai, quoi. D'où est venue l'idée des freestyles à l'écumoire, en fait? Faut dire que moi, je suis un kicker. C'est-à-dire, je suis un gars de freestyle. Et aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup, les rappeurs de freestyle. Donc, mon premier freestyle, je l'ai fait avec un beat, comme ça, avec mon téléphone. Sauf que le beat ne sonnait pas bien. Tu vois, les freestyles sont toujours là, hein, le beat ne sonnait pas bien. Alors que le freestyle que j'ai déposé dessus, là, c'était trop technique, c'était... Je débague avec un coupe, il y a trop d'âme à terre comme pouce, mon son t'es pouce, t'es à bout de souffle. Nique le poulet, je mange du couscous avec du dromadaire. Débague avec un coupe, il y a trop d'âme à terre comme pouce, mon son t'es pouce, t'es à bout de souffle. Nique le poulet, je mange du couscous avec du dromadaire. Je bouffe tout, toi t'as rien. Je trouve tous en arrière. Booster en douce, tout ce qui bouge sans penser arrière. Partage mes sons par Bluetooth et sur YouTube. Passe-moi un coup de pouce et pousse toute ma carrière. Je bouffe tout, toi t'as rien. Je trouve tous en arrière. Booster en douce, tout ce qui bouge sans penser arrière. Partage mes sons par Bluetooth et sur YouTube. Passe-moi un coup de pouce et pousse toute ma carrière. En fait, c'était tellement technique. Mais les gars n'ont pas capté le truc. Ils n'ont pas capté le truc. Je me dis, non, cible le avec pas mien. Ok. Déjà à l'époque, j'écrivais comme ça. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'il y a ChatGPT que. Donc, j'ai dit, OK, je vais rendre le truc beaucoup plus accessible au public. Et c'est de là où m'est venue l'idée de battre la mesure avec la table comme ça et avec un truc, un objet contondant, peut-être une règle ou je sais pas quoi. Et j'avais pas de règle, j'avais pas de... À défaut de prendre une cuillère, je me suis dit, on avait l'écumoire qui était là, mais qui était cassé. Donc, on s'en servait plus. Je me suis dit, mais ça, c'est là. Donc, je prends l'écumoire et c'est comme ça que l'écumoire est né. Okay. Premier freestyle, oui. C'était quand un policier t'arrête au Bénin et que toi, tu mets la main dans ta poche, ça te fait... Quand un policier t'arrête au stade et toi tu mets la main dans la poche, il te fait ratatatata. Mais quand un policier t'arrête au Bénin et toi tu mets la main dans la poche, il te fait je suis un débile quand tu me défies, j'appelle ça une contre-attaque. Quand je dessine beaucoup de signes, c'est que je décide qu'on t'attaque. C'est dans les défis qu'on s'attaque, y'a beaucoup de défis qu'on partage. Débile, pourquoi c'est pas avec un coup de fil qu'on s'attache, baby? Ouais, c'était ça. Donc les gens se sont dit waouh.
Il vient tout Il lui là. est de lui, là, c'est ça. Mais figure-toi que à l'époque des freestyles à l'écumoire, j'étais à 50%. Donc même pas à 50%. T'étais à 30%, quoi. Ouais. Je J'étais à suis 30%. 80%. Je m'amusais en fait. C'est Ouais, mais en fait, on sentait ça. Je On sentait que m'amusais, c'était beaucoup de l'amusement. C'était original, quoi. Ouais, je m'amusais. Je ne forçais pas. Limite, il y a même des textes que j'écrivais la veille ou le jour Tu le même. faisais tous les jours, non? Non, pas tous les jours. Je faisais, je crois, une fois par semaine ou une fois chaque 2 semaines. Je crois, j'en ai fait 7. Et ouais, c'est Pourquoi tu ça. n'as pas continué? Ah, mais ça a tellement marché et ça a tellement marqué Ouais. que pourquoi tu n'as pas continué, en fait? Il faut savoir arrêter les choses pour que ça reste légendaire. Parce qu'il y a des gens qui m'ont proposé de reprendre avec les freestyles à l'écumoire. Mais non, c'est chaque chose en son En temps. son temps. Oui, mais tu dis ça, moi je pense à MHD avec Afrotrap. MHD a pété avec Afrotrap partie 1. Ouais, mais il c'est- en a fait Afrotrap partie 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, c'est de la musique. Oui, même si c'est de la musique, en fait, je pense pas que, en termes de direction artistique, que quelque chose t'empêchait de partir d'un freestyle et de faire de la vraie musique. Le premier chez Kinini de MHD, c'était un freestyle. Il n'y a rien. C'était juste un beat de Pisco. Il prend et tout, et puis fait un, et puis rappe dessus. Le son faisait 1 minute 01. Maintenant, du coup, toi, tu aurais voulu que je fasse toujours des freestyles, c'est ça? Non, pas jusqu'en 2025. Non, mais genre, des freestyles à l'écumoire. Des freestyles à l'écumoire, et tu l'aurais fait exactement comme Afrotrap Mais et tout. comment je fais ça? Tu aurais fait ça jusqu'à 10, 15, quelque chose comme Mais ça. comment ouais. je fais ça? Je sais pas, après tu prends, c'est toi-même qui fais l'instru et tout dans Battle Ouais, Tête, tout, non? je fais juste ça. Oui, oui. Mais crois-moi, si tu fais... imagine, je vais au studio Mhm. et que je tape une tape comme ça. Déjà, le son ne sera pas bien. Mhm. Rien ne prouve que c'est l'écumoire Mhm. qui fait ce son-là. Mhm. Et Est-ce que c'est obligé d'être ça? Est-ce que tu peux créer un genre, quelque chose qui se rapproche de ça, mais qui va dans le même délire? Parce que l'autre oui, truc mais là, aussi c'est plus des freestyles à l'écumoire, c'est juste des freestyles alors. Parce que les freestyles à l'écumoire, il faut que ce soit visuel, il faut que ce soit live. C'est ça la différence avec MHD. MHD, c'est qu'il faisait du son, Mhm. tu vois. Mm. Il allait au studio, il enregistrait des chansons. Et c'est pour ça qu'il a fait Afrotrap partie 1, partie 2, partie 3. Moi, je proposais une expérience live. Live, ok. Genre, je viens, j'allume ma caméra, il n'y a pas de montage. Dès que je mets rec, je viens, je pose mon freestyle. Tout le monde voit ce que je fais, bec, comme ça. Je coupe ma caméra et je poste. Mhm. Il n'y a pas de montage, il n'y a rien, tu vois. Il n'y a pas de son derrière et tout. Et c'était ça le concept. Mais non, imagine, je continue jusqu'à ce que j'en fasse un qui est moins bien. Ah, c'est fini. Oui, mais est-ce que même si tu en fais un qui est moins bien, ça t'empêche de continuer? Pourquoi je dis ça? Moi, parce que je suis un grand fan de MHD, mais je pense pas que tous ces Afrotrap étaient bien. Tu vois, par exemple, le Afrotrap partie 1, c'était bien. Le Ngadi Apeti, le 3, c'était bien. Le 6, tu vois, MHD Molo, c'est nul. C'est éclaté. C'est éclaté de chez éclaté. Ça, c'est Tu selon toi. Non, pas selon moi. Même les stats. Même quand tu vois les stats, quand tu vois un son comme Ngadi Apeti qui Mais fait après, 150 millions de vues. tu sais, les stats ne prouvent pas si un son est bien ou pas. Hein. Oui, mais en fait, un truc au moins qu'on peut prendre pour juger de la performance d'un son, tu peux pas me dire que quand Matt Gims fait Sapé comme jamais, qui fait 500 millions de vues, et qui fait, je sais pas, un autre son, un truc là, Il a des sons qu'il a fait qui sont moins connus, mais qui sont plus... Oui, je refuse pas. Ouais. Le truc, en fait, sur le jugement de la musique, c'est que c'est jamais objectif. Ça peut pas. C'est très subjectif, très c'est relatif. Voilà. C'est pour ça que je dis selon toi. Justement. Et c'est pourquoi je dis Peut-être qu'il y a des gens qui kiffent le... Oui, mais le truc, quelque chose qui est subjectif, la seule façon de juger de sa qualité, c'est sur le nombre. Bon, tu peux pas juger la qualité, tu peux juger en fait de la portée. De la portée, mais Du en succès. fait, du succès. Pas du de la succès. qualité. Oh, pas de la qualité. Parce ok. qu'il y a des sons qui sont pas du tout de bonne qualité. Mais qui marchent quand même. Moi, je te dis un truc. Mhm. Bon, je peux le dire maintenant. Mon son Fumi, là. Fumi avec Cyrano, le son qui a le plus marché, là. Mhm. Et le beat, il a même pas été mixé. Est-ce que c'est un problème? Au fond. Donc, en fait, c'est pour te dire quoi. Donc, tu peux pas juger de la qualité en fonction ok. des statistiques. Mhm. Tu peux juste juger de ce que le public a adoré. Voilà. Et si on va parler de ce que le public a adoré, moi je suis marketeur dans l'âme, donc généralement je suis orienté vers qu'est-ce que le public adore. Parce que je me dis,
au fond, on fait de la musique pour le public. Si on a envie de faire de la musique pour nous, on peut raccrocher, prendre notre retraite et puis faire de la musique pour nous. On a plein de footballeurs aujourd'hui qui ont pris leur retraite. Adebayo, il joue dans son quartier et tout. Mais quand tu es devant la scène et tu fais du spectacle pour la scène, bah, en fait, la seule stat qui peut t'orienter fondamentalement dans ce que tu fais, c'est le nombre de streams, c'est les vues, c'est la portée du son. Donc, quand tu as un concept qui a une portée incroyable, tu ne peux pas te dire, pas peur que ça ne marche pas, que tu ne vas pas le sortir. Tu vois? Donc, après, bon, c'est un avis personnel, mais je trouve quand même que, franchement, pour l'originalité et comment est-ce que chaque truc sortait, tu avais peut-être beaucoup trop eu peur de faire une sortie qui ne marchait pas. Non, en fait. c'est pas la peur. C'est juste, en fait, que c'est un processus. Tu vois? L'objectif initial, c'est quoi? C'est que je sois un artiste, chanteur, compositeur, qui fasse de la musique avec des clips qui marchent. Pas d'être un freestyler Facebook. Ok, tu avais un objectif différent. Voilà. Ok. Non, mais après, les freestyles sur Facebook, c'est bien parce que moi... Ça a mis de la lumière sur ta musique? Oui, mais dans toute ma carrière, moi, j'ai toujours fait des freestyles sur Facebook. J'ai organisé des challenges. Il n'y a aucun rappeur au Bénin qui a organisé plus de challenges rap que moi. C'est des trucs que je ne dis pas d'habitude, mais là, je pense que comme beaucoup de personnes, tu vois, je suis resté souvent le gars sympa et tout, mais là, je peux commencer à dire ce que j'ai fait. Parce qu'il y a des gens qui disent, Chris Bay, il fait quoi? Il n'y a aucun rappeur au Bénin qui a organisé plus de challenges rap que moi. Tu vois? Qui a permis de découvrir même certains rappeurs. Il y a des stars aujourd'hui de la musique béninoise qui ont commencé avec mes freestyles à moi. Et j'ai des noms, tu vois. Tu veux donner non? Non, Zap. Donne-nous un nom. Non. C'est des gars que j'aime bien. Ça va pas être... les gens vont peut-être interpréter ça en mode je suis en train de réclamer le fait que c'est moi qui leur ai donné du succès. Non, c'est pas ça. C'est pour dire quoi? J'ai continué à faire des freestyles. Et comme je t'ai dit, je suis un kicker dans l'âme. Je suis un freestyler. Après... Je ne veux pas résumer ma carrière à ça. Il fallait que tu passes à autre chose. Après 10 freestyles à l'écume, il fallait qu'un single sorte. Et le single, c'était Bien Vivre au Coca. Oui. Et je suis content d'avoir sorti ce single. Imagine, j'avais sorti Bien Vivre au Coca en freestyle à l'écume. Non, ça aurait été une autre histoire. You don't know. Tu ne peux pas savoir. Mais en fait, j'allais justement en venir là parce que pour moi, les freestyles à l'écume, ça a été quelque chose. Mais Bien Vivre au Coca, frère. En fait, toi, tu trouves tout dingue, quoi. Toi, non, je toi, trouve pas tout dingue. Non, c'est pas ça. Okay. Je dis le truc, je vois ta carrière. Mais du coup... C'est une carrière assez longue. Est-ce que selon toi, j'ai bien fait de faire Bien Vivre au Coca à l'époque? Oui. Parce que, tu vois, genre, en fait, c'est ce que je disais. Bien Vivre au Coca, selon moi, créer un avant et un après. C'est-à-dire, en fait, avant Bien Vivre au Coca, je pense pas qu'il y a quelqu'un dans la rue qui... Tu peux prendre quelqu'un comme ça qui connaît Chris Ba ou qui chantait du Chris Ba. Bien Vu au Coca, à cette époque, quand ça a pris et que c'était vraiment partout, tu peux prendre quelqu'un et lui dire, est-ce que tu connais le son Bien Vu au Coca? C'est devenu une trend, en fait, tu vois. Et je crois que ça a même fait de la promo pour des marques et tout, etc., dont j'ai pas parlé le nom. Donc, même le clip, etc. Donc, ce que moi je disais, en fait, avec Bien Vu au Coca, c'était ça. C'est le fait que ça a créé ce hit-là. Ça te place, ça te positionne en tant qu'artiste connu. Voilà. C'était ça l'objectif. Ouais, c'était ça l'objectif. Tu vois, donc les freestyles à l'écume ont permis de mettre la lumière sur moi et de se dire, ah, le jeune là, il est dangereux. Il est dangereux. Donc quand tu sois Bien Vu au Coca, tout le monde était déjà là, en fait. Et la belle preuve, c'est à l'issue de ces freestyles que Amir et Nasty Nesta m'ont invité sur leur scène. Eux, ils font des prestations pour ce réseau-là. Et chaque fois, ils invitent un autre artiste. Pour la première fois, je crois ils ont invité WP. Après, ils ont invité Adinon. Après, ils ont invité Kessie, je crois, je ne m'en rappelle plus. Et moi, ils m'invitent, moi, alors que moi, je n'étais pas du tout connu, tu vois. J'avais aucun son connu, tu vois. J'avais juste des freestyles à l'écumoire. Et je vais sur scène là, avec le stress et la peur, la boule au ventre, mais avec beaucoup de détermination et d'envie de réussir. Et j'ai fait Bien Vivre Coca ce jour-là en semi-live. Tu l'avais déjà écrit? Ouais. Ok. J'avais déjà la chanson. Je l'avais déjà même enregistrée. C'est pour ça que j'avais déjà le beat. Mais on n'avait pas fait le clip.
Ok. Tu vois? Donc, je l'ai fait le jour-là en semi-live avec un autre freestyle à l'écumoire. Tu vois? Et le truc avec les freestyles à l'écumoire, c'est que je n'ai jamais pu faire aucun son des freestyles à l'écumoire en vrai son. Parce que chaque fois que j'essaye d'en faire un vrai son, ça n'a pas la même originalité que le freestyle à l'écumoire. Et tu vois, c'est justement pour ça, en fait, que les freestyles à l'écumoire devaient rester dans une certaine légende. Ah, il y a un jeune qui est arrivé à telle époque. Parce que tout ça participe à ton histoire. Et c'est ça, je te dis, le buzz, en fait, quand tu ne sais pas le limiter, Ouais. ça peut te nuire après. Parce que toi, tu aurais peut-être voulu que je continue parce qu'il y avait un buzz. Il y avait une certaine hype autour de moi. Mais peut-être que c'était le moment d'arrêter et de commencer à faire du vrai son. Et ça a été une bonne décision, c'est ce qu'on Ça peut a dire. été... Bon, we'll never know, tu vois, mais je pense que, ouais. Après, il y a bien Vivre Coca quand même. Tu Quand vois? même, ouais. Il y a eu Nundo Buzzer, il y a eu Amatan Kobe, il y a eu Zo, Zo. Ah, il y a eu Aziza, j'ai enchaîné des tubes. Ouais. Et moi, la question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu n'as pas un peu l'impression que quand ça pète, tout ce qu'on fait, ça pète par la suite? Est-ce que c'est parce qu'on est déjà en ascension que tout ce qu'on fait, ça marche? Ou c'est parce que vraiment, dans la période où ça pète, on a les bonnes inspirations? Non, je pense que c'est interdépendant. Hein. Je pense que le fait que tu aies les bonnes inspirations peut dépendre du fait que les choses marchent pour toi. Tu es plus inspiré et Tu es dans une bonne énergie. tu es dans une bonne énergie. Et c'est peut-être aussi parce que tu as de bonnes inspirations que ça marche. Tu vois, je pense que c'est interdépendant. Il n'y a pas l'un qui provoque forcément l'autre. Ou de la même manière que des fois, tu es dans une mauvaise période et tu as quand même de bonnes inspirations. Moi, ça m'est arrivé. Quand je sortais Mandiayo, avant que je ne sorte Mandiayo, c'était une période de blackout, tu vois. J'étais vraiment dans le bad, tu vois. Mais j'ai quand même eu l'inspiration là qui m'a relancé. Donc, je pense que même dans les moments les plus sombres, tu peux quand même avoir de bonnes inspirations. Et tu peux vraiment être au top et avoir de mauvaises inspirations et faire de mauvais moves. Ouais. Et dans la période, quand tu commences pas à enchaîner Bien Vivre au Coca, Wow, et tous ces trucs et tout, et que ça prenait, d'abord, comment tu te sentais dans la période? Genre, parce que là, t'étais vraiment dans ton succès où les feux des projecteurs étaient plus sur toi. Comme on disait en off tout à l'heure, le fait que quand ta période arrive, on a tendance à croire que tu brilles plus que tout le monde. Cette période-là, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu plus d'opportunités? Tu as fait plus de concerts? Tu as fait plus de prestations? Parce qu'à l'époque, je me rappelle, tu passais dans les écoles, dans plein de trucs et tout. Est-ce que comment ça s'est passé, cette période? Mais ça, c'est après Fumi que j'ai vraiment commencé à me balader dans les écoles. C'est après Fumi. Sinon, à l'époque de Bien Vivo Coca, Wow, Nouado Buzzer, tout ça, franchement, comme je t'ai dit, je suis quelqu'un de très authentique. C'est-à-dire, j'ai gardé les mêmes amis, j'ai gardé les mêmes habitudes. Donc, je ne savais pas que je devenais une star, en fait. Bon, une star au Bénin, tu vois. Je ne savais pas que je devenais célèbre. Tu vas à des endroits, tu entends les chansons. Il y a deux, trois personnes qui te reconnaissent. Tu arrives à faire quelques petites scènes et tout. Mais... C'était pas encore ça. Non, tu ne pouvais pas le voir. Tu ne pouvais pas toucher ça du doigt. Tu ne pouvais pas savoir. Même aujourd'hui, il y a des chansons que j'ai fait aujourd'hui, récemment, là, qui ont percé, mais jusqu'à là où je te parle, je ne sais pas c'est quoi l'ampleur. Tu vois, un son comme Alimé Sengen, je me dis, Joe, tu vas à des endroits, tu entends ça, tu te dis, mais à quel moment c'est un gros son comme ça? Un son comme Mandiayo, comme je te dis, tu n'arrives pas à savoir à quel point c'est un tube. Parce que les statistiques, en vrai, ne reflètent pas vraiment le vrai succès du son, quoi. Non, ça ne révèle pas. Un son comme Mandiayo, c'est pratiquement mon son qui fait le plus frémir le public quand je le fais à certains endroits. Donc, je me dis, à l'époque, je ne savais pas.
Bien Vivre Coca, c'est un bon son et tout. Tu as les retours sur les réseaux sociaux. Mais après, les réseaux sociaux, c'est quand même un monde très, monde très... à part. Ouais, c'est un monde à part, tu vois. C'est pas le grand public. C'est à partir de Fumi que j'ai commencé à toucher le truc. Je me suis dit, waouh! Fumi, comment tu as eu l'idée? Comment c'est venu? Comment tu l'as écrit? Ça, c'est... Après Bien Vivre Coca, nous, Ado Buzzer, tout ça, je pense que la première chanson que j'ai commencé à enregistrer moi-même à la maison, c'est Aziza. Et avant ça, je n'avais pas confiance à me chanter, tu vois. J'avais bien envie de chanter, mais c'était pas vraiment... Donc, j'ai commencé à chanter quand j'ai commencé à m'enregistrer moi-même avec un peu plus de confiance. Donc, j'ai fait Aziza. J'ai chanté un peu à la façon béninoise et tout. Mais les gens ont kiffé. Tu vois, la façon de faire les mélodies, là. Les gens m'ont dit, ah, tu chantes comme Gégé Lapino. Ah, mais Gégé Lapino, c'est une star. Si je chante comme Gégé Lapino, c'est que le public va m'adorer, quoi. Donc, l'inspiration de Fumi, Fumi fait partie de tous ces sons que j'ai fait en mode essai. C'était vraiment pas une chanson que j'avais envie de sortir parce que moi, je suis un rappeur, tu vois. Moi, je veux kicker. Je veux montrer que je suis le plus fort. Mais une chanson comme Fumi où je chantonne, je fais... Non. Mais quand mes gars viennent, ils écoutent. Ils me disent le son est bon. Ah, vous êtes fous, les gars. C'est quoi? Sors le son. Comment je vais sortir ce son-là? De quoi vous me parlez? Non, mais c'est un bon son, sors le son. Et tu vois, c'est dans ce doute que un jour, il y avait Easttime et Cyrano chez moi. Et eux-mêmes, ils écoutent la chanson, ils disent ah, mais ça, le son là, il est bien et tout. Je dis, ah, les gars, vous voulez m'amener dans un truc qui n'est pas mon truc, tu vois. Mais j'aimais chanter comme ça. C'est pas que j'aimais pas chanter comme ça. J'adore chanter comme ça. Mais devenir un artiste, tu vois, à la Gégé Lapino, tu vois. C'était pas ton truc, tu étais un rappeur, quoi. Tu vois, moi, j'étais un rappeur, tu vois. Moi, j'étais en mode Drake, j'étais en mode Booba, tu vois. Ah. Cyrano dit qu'il va monter sur la chanson. Je crois qu'il y avait Smart qui disait non. Tiens, mais si c'est un son sur lequel moi, je ne fais pas trop de calculs et tout, si Cyrano veut monter sur la chanson, qu'il monte sur la chanson. C'est comme ça, Cyrano est monté sur la chanson. On a enregistré et j'ai décidé de sortir la chanson. J'ai sorti la chanson, c'était timide. Et il y a une anecdote. Il y a un monsieur, un grand frère à moi. Faut dire qu'avant, j'avais travaillé avec un artiste béninois de l'ancienne génération. Mais la collaboration n'a pas continué parce que voilà, on n'arrivait pas à s'entendre. Lui, il était loin, j'étais ici et tout. Bon, d'un commun accord, on a décidé de, voilà, chacun continue sa route et tout. Sans problème, sans souci. Donc, il y a un de ses amis qui a voulu me signer. Et le son que moi, je proposais à l'époque, c'était Fumi. Ah, ça... Il disait non. Non, il disait pas non. Genre, c'était un bon son, tu vois, mais c'était pas la direction que lui, il aurait préféré pour moi, tu vois. C'était pas ça la direction artistique, tu vois. Donc, je suis allé le voir un jour. Il m'a donné de l'argent. Il m'a dit, écoute, je ne peux plus te signer parce que j'ai décidé de signer un autre artiste et tout. Mais tiens ça, essaye de faire ton clip avec. Ah, le jour-là, j'ai eu les larmes aux yeux. Parce que je me disais, ah, lui, là, il va me signer. Et puis aujourd'hui, je fais Nekpata avec mes gars et tout. On tourne le clip de Fumi. Tube. À quel moment tu sens que ça devient un tube? Quand tu le sors. Quand tes parents commencent à chanter, quand tes oncles commencent à te parler de la chanson, quand des personnes qui ne sont pas a priori enclins à écouter ce genre, ta musique, des personnes qui ne sont pas très, très disposées à t'accepter comme artiste, commencent à te dire
ah, mais cette chanson-là, ah, avec Balmouta moi-même. Il y a aussi Kamikaze qui a été très important, big up à lui, qui travaillait à Cap FM à l'époque et qui a bombardé sur Cap FM. Fort. Ouais. Ça, franchement, lui, il a fait un boulot de ouf. Il y a les DJ de l'époque, il y a les animateurs de l'époque qui ont fait un gros travail aussi. Et voilà, le courant public. Combien tu dirais en termes de cash que cette chanson t'a rapporté? Je peux pas quantifier ça, mais ça m'a rapporté beaucoup d'argent. Relativement à qui j'étais avant ça. Quand tu dis beaucoup d'argent, que ça t'a rapporté beaucoup d'argent, on parle en termes de millions ou de dizaines de millions? Je ne cotisais pas. Je n'épargnais pas, je ne rassemblais pas les sous. C'est-à-dire que automatiquement que ça venait, je dépensais dans des clips. J'étais devenu une nouvelle star. J'avais envie de sortir, d'aller à Posotomé avec mes potes, d'aller à Parakou, me balader, faire un peu la vie et tout, tu vois. Mais je me rappelle qu'en une semaine, on pouvait faire, tu vois, les week-ends comme ça. Je pouvais faire, le vendredi, je pouvais faire 2 prestations, des journées culturelles ou des galas dans les universités. Le samedi, j'en faisais 3, chaque week-end. 2 le vendredi, 3 le samedi. Ouais, soit 3, 4 ou 5 chaque week-end. Chaque week-end. Et chaque week-end, c'était... Tu te faisais combien à peu près chaque week-end? Ça fait plusieurs années maintenant, on peut en parler, quoi. Non, mais après, tu vois, dans notre culture, dans notre éducation, en Afrique et surtout au Bénin, le rapport à l'argent est très, très délicat, tu vois. C'est très délicat parce que l'interprétation que les gens en font, que ce soit même tes proches, hein, que ce soit des proches à toi ou des amis et tout, n'est pas forcément... tu vas dire, OK, c'est parce que j'ai dit ici que ça a causé ça. Donc, je préfère ne pas te dire, je me faisais à peu près combien. Mais si je me faisais, par exemple, 250 000 ou 200, 250 000 ou 300 000 maxi pour les journées culturelles et que j'en faisais peut-être 3, 4 ou 5 chaque week-end, Ça faisait un truc, quoi. ah ouais, comparativement à qui j'étais. Et il faut dire, en fait, moi, j'ai galéré. Hein. Ah, j'ai galéré de ouf. J'ai galéré de ouf, de ouf, de ouf, de ouf. Quand je sortais les billets à Vivio Coca, les Noado, Buzzer et tout, j'étais en reste. Parce que j'ai mené des combats qui n'étaient pas forcément les miens. Je me suis mis à dos certaines personnes dans l'industrie. Les gens ne voulaient pas me donner ma chance. Les gens ne voulaient pas me mettre sur les événements et tout. Parce que j'avais l'étiquette du petit impoli, tu vois. Le petit qui cherchait des problèmes à tout le monde et tout. Donc, je n'ai pas pu profiter de Bia Viviro Coca, tout ça. Limite même, il y a des contrats sur lesquels c'était moi, je devais prendre ces contrats-là, mais on donnait à d'autres artistes. Mais vous qui avez fait ça là, je vous connais. Je vous connais, vous tous. Et je vous regarde. Je vous connais. Et vous savez que je sais. Donc, c'est vraiment à partir de Fumi que j'ai vraiment... eu des prestations. Tu Ouais. commençais vraiment pas à gagner l'argent de la musique, quoi. Ouais. À partir de Fumi, ouais. Et quand tu as commencé par gagner ces millions, est-ce que ça t'est monté à la tête? Non, parce que comme je t'ai dit, je suis resté quelqu'un d'authentique. J'avais les mêmes routines. Chez moi, à la maison, on est très, très, très famille. Donc, à chaque anniversaire d'un membre de la famille, on se retrouvait. J'avais gardé les mêmes amis. C'est vrai qu'il y en a qui ont peut-être quitté, mais pas à cause du succès ou pas à cause de l'argent et tout.
Mais c'était beaucoup plus de petits soucis personnels, tu vois. Moi, je suis très, 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 très à fond sur la loyauté. Et quand tu me fais un faux coup, c'est difficile pour moi de laisser passer. Donc, ça ne m'est pas vraiment monté à la tête parce que j'étais déjà bavard, j'étais déjà du tac au tac, même avant d'avoir le succès de Fumi. Donc, ça a juste renforcé le fait que je me plaigne plus par rapport à certaines situations. Je n'ai jamais jugé un artiste par rapport à sa célébrité. La belle preuve, j'ai collaboré avec beaucoup d'artistes aujourd'hui qui marchent, alors qu'à l'époque où moi j'avais ce succès, ils n'étaient pas du tout connus. Et moi, j'ai collaboré avec eux à l'époque. Je suis resté avec mes amis. J'ai défendu des... Non, ça ne m'est pas monté à la tête. Franchement, je ne pense pas que... Non. Sauf si des personnes avec qui j'ai traîné ont peut-être remarqué que voilà. Mais ces personnes, tu vois, c'est les personnes qui attendent le moindre mouvement pour te dire que tu as changé. Oui, tu vois, c'est ceux-là, on s'en bat les couilles, tu vois, franchement. Ils ne sont pas importants. Si eux, ils peuvent dire que tu as changé, on s'en fout, ça ne fait rien. Mais pour l'essentiel, le plus important, c'est-à-dire la famille, les proches, pour qui toi-même tu es. Moi, quand tu parles de ça, ça me fait penser au Clash. Ouais. Au Clash qu'il y a eu récemment. Ouais. Qui a réveillé tout le rap game. Je voulais que tu en parles, qu'on en finisse vite pour parler d'autre chose. Mais tu ne viens pas depuis. Oui, je ne viens pas depuis parce que je voulais faire durer le suspense. Okay. J'avais même envie de commencer l'interview par là pour te dire la vérité. Parlons-en. C'est toi qui as lancé le Clash, non? J'ai pas lancé de Clash. Ça, j'ai l'impression que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Et la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est parce que les gens n'ont pas une bonne culture du rap. Dans le rap, il y a ce qu'on appelle l'ego trip. C'est-à-dire quoi? Tu fais une chanson dans laquelle tu dis que tu es le meilleur. Et tous les rappeurs le font parce que tous les rappeurs pensent, chacun à son niveau, qu'il est le meilleur. Donc, tu fais une chanson dans laquelle tu dis que tu es le best. Tu lances des pics à d'autres rappeurs. Des pics qui sont bien visés ou peut-être pas. Il y a des pics que tu lances spécifiquement à des personnes et des pics que tu lances à un peu tout le monde. Des pics que tu lances même à personne. Mais il y a des gens qui vont se retrouver dans ces pics-là. Et c'est ce que moi, j'ai fait. J'ai fait un son ego trip dans lequel j'ai envoyé des pics. Il y a des pics qui étaient destinés à certaines personnes et des pics qui n'étaient destinés à personne ou des pics qui étaient destinés à un peu tout le monde. Donc, en vrai, j'ai clashé personne. J'ai clashé personne. J'ai lancé aucun clash. Mais le son a été tellement fort, je suppose que c'est parce que le son était fort. En tout cas, les paroles étaient tellement poignantes. L'aura que dégage la chanson était tellement forte que ça a fait parler beaucoup. Tu vois? Et c'est en voulant chercher des challengers à ça que le clash est né. Ok. C'est toi qui cherches les challengers ou c'est les gens même qui sont... C'est le public. C'est le public, ok. C'est le public qui fait ça. Parce que moi, je suis quelqu'un... Je m'en fous un peu de la vie des gens, tu vois. Moi, je regarde même pas les statuts, tu vois. Je suis quelqu'un, je regarde pas les statuts. Donc, ce que chacun fait de sa vie, franchement, ça ne me... Tu vois. Pas. Donc, moi, j'ai mon plan, j'ai mon objectif qui est de sortir mon EP et de changer de direction artistique. C'est-à-dire quoi? Je ne veux plus être cet artiste, en fait, qui fait des sorties de son en fonction de ce que le public me réclame, ou bien en fonction de ce qui marche actuellement. Je ne veux pas faire sortir des sons en fonction du buzz du moment ou en fonction du style de musique qui marche maintenant. Je fais de la musique qui me parle à moi-même, de la musique que j'aime, de la musique qui va plaire à mon public. Arriver à identifier c'est qui vraiment mon public, c'est qui ceux-là qui sont prêts à acheter ma musique, c'est qui ceux-là qui sont prêts à venir à tes concerts, tout ça. Voilà. Donc, je voulais changer de direction artistique et je voulais sortir mon EP. Je voulais revenir vraiment dans le rap. Et pour ça, j'avais besoin d'une chanson qui fasse parler. Tu vois? Mais pas au point de créer un clash. Je ne vise personne, honnêtement. Parce que, honnêtement, tous les rappeurs là que je vois là, je sais qu'aucun d'eux ne peut gagner un clash contre moi. Ça, je le sais d'avance. Donc, les gens ont fait de la récupération. Qui était la première personne qui a répondu à ton clash? Non, mais il y a eu beaucoup de personnes qui ont... Mais la première personne qui a envoyé une réponse.
Ah, je ne sais plus, franchement. Je crois que ça doit être Hassel, non? Non, Axel, il a fait son truc pour clasher un peu tout le monde, tu vois. Mais je crois qu'après ton truc, c'est le truc de Hassel qui a le plus pris, normalement. Euh, Qui a le plus fait de bruit. non, il y a d'abord eu les réactions d'autres rappeurs et tout. Et ce sont ces réactions-là, en fait, qui ont créé le clash, Ok. tu vois. C'est les réactions de ces autres rappeurs-là qui ont créé le climat de clash. Et si les gens veulent être honnêtes, à l'époque là où les gens avaient ces réactions, moi, je ne répondais pas. Je n'ai jamais mentionné quelqu'un ou je n'ai jamais apostrophé quelqu'un ou je n'ai jamais même écrit un truc indirectement qui touchait quelqu'un. Jusqu'au moment où j'entende un son dans lequel on me clash. Et c'est ce que moi j'ai dit. Je dis, moi, franchement, si quelqu'un le prend pour lui, I ain't give a shit. Tu vois? Tu le prends pour toi, tu te sens morveux, tu te mouches. Mais si en te mouchant, morve là, si ça m'a touché, Il y a un problème. ah, il y a problème. C'est tout ce que moi j'ai dit. Et voilà, c'est comme ça, c'est arrivé. Moi, dans le clash, il y a 3 sons que j'ai écoutés. Ok. Il y a ton son, il y a le son de Hassel et il y a le son de Vano. Ok. C'est les 3 que moi j'ai écoutés. Ok. Après, il y a plein d'autres personnes et tout. Non, etc. mais t'as pas écouté le son de Jix? Bon. Ah, ça, c'est lourd. Hein. Ça, c'est lourd? Non, je ne l'ai pas écouté. Ah, le son là, il est hyper lourd. Franchement. Je ne l'ai pas écouté. Donc, il y a le son de Gis aussi. Ouais. Mais je pense que les 3 qui ont vraiment, tu vois, fait le truc, c'est Mais déjà, quels sont de moi tu as écouté en termes de clash? Non, numéro 1, là, le Numéro truc. 1, c'est pas un clash. C'est pas un clash? Non, c'est justement là le problème, en fait. Mais Le moi, clash, on a l'impression que c'est ça qui a lancé le truc. oui, mais c'est pas un clash. C'est juste un son ego Ok. trip. Oui, oui, bon, c'est un son ego trip. Mais les gens se sont dit que c'était ça qui avait... Oui, ça a lancé les choses, mais c'est pas un clash. J'ai clashé personne. C'est juste, comme je t'ai dit, c'est un peu comme le rapport à l'argent. Quand tu montres que tu as de l'argent ou quand tu montres que tu es fort, quand tu montres que tu es le meilleur, les gens n'aiment pas ça. N'aime pas ça. Chez nous, les gens n'aiment pas que tu dis je suis le meilleur. Donc quand tu fais un son, tu dis tu es numéro 1. Ah. Mais moi, je savais, tu vois. Je savais que ça allait créer ça. Cette réaction-là. Je l'ai fait exprès, t'as vu? J'ai fait exprès, je voulais vraiment que... Mais après, que ce soit personnel ou que, voilà, j'étais pas dans ça. Qu'est-ce que tu as pensé de la réaction, de la réponse de chacun des rappeurs? Quelle est la réponse que tu as le plus aimé, même déjà? Ah, moi, j'ai aimé le son de Jix. Tu as aimé le son de Gis? Ah, le son de Jix, mais Jix, il m'a lancé une pique dans sa chanson aussi, hein. Mais je vais dire, en termes de niveau de clash, le son de Jix, c'était très fort. Qu'est-ce que tu as pensé de la réponse de Hassel? Axel, il a voulu chercher des problèmes à un peu tout le monde. Là, tu es en train d'appeler les noms un à un pour venir au dernier. Ok. Axel, il a voulu chercher des problèmes à un peu tout le monde. C'est bien, c'est bien. Moi, j'aurais juste aimé qu'il continue. Et voilà, que ça n'aille pas en vidéo pour... genre, parce que quand on commence à faire des vidéos pour expliquer les trucs et tout, tu vois... C'est plus intéressant. C'est plus intéressant. Et moi-même, j'ai fait une vidéo pour expliquer que j'ai pas porté plainte et tout. Mais ça, c'est plus intéressant, tu vois. C'est plus de la musique, tu vois. Et c'est Ça rentre ce dans qui autre est, chose, quoi. c'est ce qui est regrettable, ouais. Et la réponse de Vano? Je vais dire, c'est ce qui a vraiment lancé le clash. C'est historique. C'est historique. Je pense que même après des années, les gens s'en rappelleront. Ça a beaucoup marqué le rap béninois. Je pense même que la dernière fois, j'étais avec une grande personnalité du monde du journalisme au Bénin qui me disait nous, ça nous a fait penser aux vieilles années du rap béninois. Merci, vous nous avez fait vibrer. Donc, je pense que, ouais, dans le cours de l'histoire, il fallait que ça arrive. Et c'est très intéressant que ça arrive. J'ai répondu derrière ça avec numéro 12. Et c'est ça, numéro 12 qui est vraiment un clash. Un clash, ouais. Moi, je me suis demandé pourquoi est-ce que dans son son, il s'en est pris littéralement à toi. Mais je veux dire, dans le son, en fait, de Vano,
Il parlait que de toi, littéralement. Alors que moi, dans numéro uno, Tu attaquais à peu près tout le monde. voilà. Selon toi, pourquoi est-ce qu'il a eu une réaction comme ça? Je pense que personnellement, on n'a pas vraiment de problème, tu vois. On n'est peut-être pas les meilleurs amis du monde, mais je pense que il a peut-être cédé à la pression du public qui voulait qu'il réponde. Le public voulait forcément qu'il réponde et tout. Et tu vois, c'est un rappeur, tu vois. Donc, en tant que rappeur, on aime le challenge, on aime la rivalité et tout. Donc, ouais, je pense que c'est beaucoup plus le challenge du rappeur qui l'a poussé à répondre, ouais. Maintenant, après, les attaques, on est en clash, tu vois. Donc, je ne m'attendais pas à autre chose que ça. Mais quand il vient et qu'il dit qu'il a commencé par avoir des attaques, même spirituelles, moi, je n'ai pas capté d'où ça sortait, en fait. Moi-même, je n'ai pas capté, je te jure. Tu penses que ça c'était d'où, à peu près? Non, je n'ai pas capté. Je pense qu'à un moment, on est sorti du clash musical parce qu'il y a d'autres éléments musicaux, ouais, qui ont commencé à intervenir, où il y a des pièges, où on prend des conversations et tout. On dit que moi, j'ai voulu porter plainte et tout, tu vois. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, c'est très faux. C'est très faux, mon gars. De toute ma vie, j'ai jamais porté plainte. De toute ma vie. J'ai juste vu une vidéo qui m'a choqué, où une personne que je connais, qui a mon contact, dit que, voilà, qu'il m'a vu faire ci ou faire ça. C'est ce qu'on appelle de la diffamation, tu vois. D'autres personnes auraient eu raison de porter plainte, peut-être, tu vois. Mais moi, de là où je viens, en fait, aller à la police pour régler les trucs, c'est pas trop, tu vois. Quoique, là, je suis un artiste professionnel, j'ai une carrière et tout, j'ai des activités à protéger et tout. Quoique c'est peut-être la meilleure manière de faire les choses, tu vois. Mais je ne l'ai jamais fait, ça n'a jamais été mon... C'est pas ton énergie, quoi. Ouais, c'est pas mon truc. Et imagine, moi, je ne me vois pas faire enfermer quelqu'un en prison. Franchement, non, je n'endormirai pas la nuit, tu vois. Franchement, c'est vraiment pas mon truc, tu vois. Donc après, c'est peut-être ça qui a fait peur à certains et tout, mais bon, j'ai pas compris. Franchement, moi, j'étais prêt. Toi, tu aurais adoré que le clash continue? Mais le clash m'a ramené au devant de la scène. Il faut le reconnaître. Et ça a mis de la lumière sur ton album? De ouf, tu vois. Donc, tant que ça continue et que les personnes qu'il faut me clashent, parce que d'autres personnes m'ont clashé, j'écoute même pas, je calcule pas. Mais tant que la personne que j'estimais être vraiment en mesure de faire le challenge avec moi, si la personne avait continué... C'était qui la personne? Celui qui m'a clashé. Le dernier et auquel j'ai répondu non, Tu veux dire Vano? Ouais, j'aurais aimé que ça continue, peut-être, ouais. Mais non, peut-être que ça aurait pris des dimensions qu'on n'aurait pas souhaité, tu vois. C'est pour ça que je dis tout ce qui arrive pour une raison ou pour une autre. Après, à la fin de la journée, le plus important, c'est quoi? Le plus important, c'est est-ce que chacun se sent bien? Si chacun se sent bien dans ce qu'il fait, dans comment est-ce que les choses se déroulent ou comment est-ce que les choses ont fini, c'est le plus important. Quel est ton rapport aujourd'hui avec Vano? Quels sont tes rapports? Aucun rapport. On n'a aucun rapport. Tu as son contact? Vous écrivez? Non, bon, c'est arrivé une ou deux fois avant, mais non, c'est pas quelqu'un avec qui je chill, tu vois. Comme plusieurs personnes avec qui je ne traîne pas. Il y a d'autres personnes avec qui je traîne et d'autres avec qui je ne traîne pas. C'est tout. Et c'est quoi tes rapports avec Axel? Axel, c'est un petit frère. C'est un petit frère. Je vais pas dire c'est ce qui nous lie ici, mais je sais, c'est un petit frère, tu vois. Il n'y a pas de problème avec lui, quoi. Ouais. Vous écrivez? Est-ce que le clash a créé un problème? Non, mais est-ce que Axel m'a clashé? Il ne m'a pas clashé en tant que tel. Il m'a juste envoyé une pique comme Jix. Oui. Me l'a envoyé comme Ron, il me l'a envoyé comme d'autres artistes me l'ont envoyé.
J'ai aucun problème avec ça. Tu n'as rien pris de personnel? Non, Et tu pas as du toujours tout. de très bons rapports avec lui? Bien sûr. Bon, c'est vrai qu'on ne s'est plus écrit depuis l'époque. Mais comme d'habitude, tu vois, c'est pas... Les gens avec qui j'ai l'habitude d'écrire tout le temps, c'est Axel, souvent, il m'écrit quand il veut demander un truc ou quand il a besoin d'une information ou quand, voilà, il y a... Moi, je lui écris quand je vois peut-être qu'il y a une situation dans laquelle il est et puis les gens sont en train de l'insulter et tout. Je lui dis peut-être, écoute, cette réponse, tu n'aurais pas dû la donner. Fais ci, fais ça, ne dis pas ci, ne dis pas ça. Ah, supprime ci, supprime ça. Ne parle pas dans ci, ne parle pas dans ça, c'est tout. Ok, c'est plus un rapport professionnel, tu dirais. C'est-à-dire, en fait, un rapport de potes, mais pas qui s'écrit tous les jours, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Est-ce que tu penses un jour pouvoir faire un feat avec Vano? Pourquoi pas? Tu penses que ce serait possible? C'est Avec bien ce qui s'est passé, possible. tu penses que ce serait possible? Oui, mais après, moi, je ne le déteste pas, tu vois. Je ne le déteste pas. Je pense même que si jamais il y a un feat entre lui et moi, je pense que ce serait pour le bonheur des fans, tu vois. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit avant, que ce soit hier, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, je n'ai aucun problème à faire un feat avec lui. C'est un très gros artiste. Bon, pas gros dans le sens... mais voilà, je vais forcément en bénéficier de la même manière que lui aussi peut en bénéficier. Donc, ce sera gagnant-gagnant. Ouais, pourquoi pas. Je ne refuse de faire feat avec aucun artiste tant que j'aime bien la musique de l'artiste et tant que le courant passe. Tu vois, il faudrait que le courant passe aussi. Oui. On parlait de numéro 1 tout à l'heure et ça m'a fait penser à un sujet dont je voulais qu'on parle. C'est ton album. Moi, j'ai écouté l'album. Mais d'abord, en fait, pourquoi tu as décidé de sortir un album? Je demande ça parce que tu sais qu'au Bénin, les albums n'ont pas une très grande réputation. C'est pas la meilleure façon dont le public béninois consomme de la musique. Pourquoi, malgré tout ça, tu décides quand même de sortir un album où, bon, tu as parlé d'EP, mais je pense que la question, c'est plutôt de savoir pourquoi est-ce que le public n'est pas habitué aux albums. N'est pas habitué aux albums. Selon toi, pourquoi? C'est parce qu'on n'en produit pas? C'est ça. C'est parce qu'il n'y en a pas assez. Et pourquoi est-ce que notre musique n'est pas exportable? Parce qu'il n'y a pas assez de projets. Parce que sur un projet, tu as les chansons qui deviennent mainstream, mais quand tu fais un projet, tu ne fais pas un projet en te disant « Ok, je vais mettre que des chansons mainstream ». Tu fais des projets en te disant « Ok, je vais parler de moi, je vais faire des projets qui me parlent des trucs que je kiffe ». Et c'est à travers les projets que l'artiste arrive vraiment à transmettre les émotions qu'il a envie de transmettre. C'est à travers les projets que l'artiste arrive vraiment à proposer sa musique, qui il est en vrai. C'est pas vraiment calculé, c'est... Tu vois, quand tu écoutes un artiste sur 10 chansons, tu as beaucoup plus d'informations sur l'artiste que quand tu écoutes l'artiste sur une chanson. Une chanson mainstream en plus. Une chanson mainstream, tu vois. Et la prochaine fois que tu vas écouter l'artiste, ce sera en 3 mois. Tu vas encore écouter une chanson. Alors que si tu écoutes une chanson aujourd'hui, pour les 10 prochains mois, tu as beaucoup plus d'informations sur l'artiste. Tu vois, ça te laisse le temps de découvrir d'autres choses. Ça te laisse le temps de bien apprécier. Mais je pense que c'est hyper important pour un artiste, en tout cas pour nous, artistes béninois, de faire des projets et d'habituer notre public à ça. Parce que dans la mémoire collective, on achète des albums. On n'achète pas des sons. Non. Nos parents achetaient des albums. Quand on dit à l'époque, c'est album, c'est pas un single qu'on achète. Donc, pourquoi nous, on ne produit que des singles et on espère que le public achète? Si dans la mémoire collective ou si dans les habitudes sociales collectives, sont les projets qu'on achète. Donc, faire plus de projets amène les gens à comprendre que oui, j'ai passé mon temps à faire 7 ou 8 chansons. C'est pas pour que vous écoutez juste comme ça. Donc,
plus on fait des projets, plus on va éduquer le public à comprendre qu'il faut comprendre. consommer et acheter la musique. Acheter la musique. Ouais. Quelle est toi ta chanson préférée de l'album? Ah, je sais pas, moi, j'ai souvent pas de chanson préférée. Je vais dire Yenny Dabo. Et puis, y a pas l'homme, y a pas l'homme, y a pas l'homme. Ouais. Sérieux? Y a... Ah, c'est fini. Ah, La coquille a trop chaud. Ouais, j'aime ça aussi. Mais j'aime tous les sons. Il y a le son de Blaze aussi que j'adore. Le son de Blaze avec. Il y a beaucoup de sons que j'adore. Moi, le son qui m'a le plus accroché dans l'album, c'est le son avec Charity. Hello. Hello. Pour moi, en termes de mélodie, ça bat tous les sons de l'album. Ouais. Et même quand tu vois les streams, ça bat. Mais le ça, tube, c'est le déjà, tube de ouais, l'album. c'est déjà un tube avant que l'album même ne sorte. Voilà. Tu vois. Mais pour quelqu'un qui... Parce que moi, je ne connaissais pas le tube avant la sortie de l'album. J'ai connu ça dans l'album. Tu vois. Ah ouais, Hello là. Ouais, Hello là, je l'ai connu Ok. dans l'album. Ok. Mais en fait, moi, en écoutant Hello, j'ai eu l'impression d'entendre Fumi. J'ai Ah bon? l'impression d'entendre Bia Vivu Coca. J'ai Dans Hello? l'impression... Oui. En Non. fait, pourquoi je dis ça? Dis-moi. J'explique. Tu sais, quand tu fais numéro uno, ah ouais, tous les autres sons là, c'est le Chris Bar rappeur qui est là, tcha, 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 tcha. C'est bien, tu vois. Mais le truc, c'est quoi? Le truc, c'est qu'aujourd'hui, en 2025, dans notre façon de consommer de la musique, on a plus tous tendance aujourd'hui à consommer une musique, même quand c'est rap, à consommer une musique qui est plus rap, mais qui est plus un peu mélodieux. Où il y a un peu de mélodie dedans. C'est-à-dire, tu rappes, mais le refrain est chanté. Tu vois. Aujourd'hui, quand Bien tu prends... vivre Coca, c'est pas chanté. Non, c'est rappé, mais c'est mélodieux, il y a du rythme, Il y a pas etc. de mélodie dans Bien vivre Non, Coca. mais il est rythmé. Ouais. Après, tu joues sur les thèmes et tout. Je suis pas un artiste, Non, mais, thèmes. non, mais ce que tu veux dire, c'est rythmé. non, ce que tu veux dire, je comprends. Mais il y a aussi un truc que je ressens dans ce que tu dis, c'est que, et ça, c'est le jugement facile que beaucoup de personnes font, c'est-à-dire, on juge les chansons en fonction de celles qui ont marché. Non. Là, on parle pas de on juge les chansons en fonction de celles qui ont marché. On parle de... Tu te dis que c'est forcément parce que c'est fait comme ça que ça a marché. Non, je me dis c'est plus consommable. Non, mais il y a des chansons qui sont très consommables mais qui n'ont pas marché. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que quand tu prends l'album, on sent la direction artistique. La Mais direction c'est artistique, c'était c'est consommable pour qui, déjà? le public rap. On sent la direction artistique de l'album, c'est rap. Pas vraiment. On aurait dit, quand tu regardes comment l'album commence, tu regardes les autres chansons de l'album, la plupart... Moi, je dirais même, quand tu analyses bien et que tu écoutes l'album, tu vas plutôt comprendre que la direction artistique, c'est peut-être rap, mais c'est beaucoup plus axé sur l'écriture. Oui, l'écriture, mais rap. Pas forcément, parce qu'il n'y a pas que des sons rap. Il y a Hello qui n'est pas rap. Il y a Yenny Dabo qui n'est pas rap. Yenny Dabo qui a un refrain très, très catchy, mais c'est le son le moins écouté de l'album. C'est mélodieux et tout, mais c'est le son le moins écouté. Donc, ton truc de c'est mélodieux, c'est rythmé et tout, c'est un faux problème. Il y a Ah, c'est fini, qui a un son très kiffé de l'album. Il y a Colonie. Et le son que les gens écoutent le plus, c'est Bou. À part le son avec Blaze, bien sûr, c'est Bou, qui est que du rap. Il n'y a pas de mélodie dedans. Donc, je pense en fait que c'est pas parce que c'est mélodieux ou parce que c'est rythmé que ça marche forcément. Je pense que chaque chanson vient avec son aura. Son aura, son esprit. Ouais. Tu peux faire une chanson, et ça, tous les artistes te le diront. Tu peux faire une chanson et vouloir à tout prix que ce soit un tube. Ça ne le sera pas. Ça ne le sera pas. De toute façon, si tu es un artiste et à chaque fois tu vises forcément le tube. Tu vas rien faire. Non, mais tu vas faire moins de sons. Et si à chaque fois tu réussis à avoir des tubes, plus tu as de tubes, plus le futur sera bizarre. Parce qu'il faut que tu fasses des erreurs pour avoir des chansons qui sont références et d'autres qui ne le sont pas. Pour pouvoir mieux proposer. Mais si chaque fois tu fais que des tubes, tu vas tomber dans la facilité. Tu vas vouloir appliquer le même modèle à chaque fois parce que tu te dis que c'est ça qui marche. Donc, je vais faire que ça. Et quand tu ne fais que ça, à un moment, ça devient redondant. À un moment, tu n'apportes plus rien de nouveau. Et le public commence à se lasser de toi. Et c'est vraiment triste. Alors que quand tu proposes des choses, quand tu prends des risques et que tu te dis,
ah, ça, peut-être, ça va marcher, ça va pas marcher, mais que tu le fais quand même parce que tu as le cœur de le faire, tout en faisant quand même des chansons où tu te dis, ouais, ça, il faut que ça buzz, ça, je pense que ça va faire quand même un tube. Je pense que tu fais des erreurs, tu as des chansons qui sont moins écoutées que d'autres, et c'est en fonction de ça que tu fais des choix à l'avenir. Ouais. Donc, parce que moi, la question que j'ai pour toi, c'est que, selon toi, pourquoi est-ce que le rap ivoire marche? Le rap ivoire marche parce que les Ivoiriens ont décidé d'écouter du rap ivoire. Non. Si. Non, pourquoi je dis non? Parce que, et je suis pas, mais là, j'ai 0% d'accord. Au Bénin aujourd'hui, on écoute plus de rap ivoire que de rap béninois. Ouais. C'est pas parce que les Ivoiriens nous font écouter ça. Non. C'est parce que over time, avec le temps, les Ivoiriens ont produit tellement de bons artistes et de bonnes chansons que attends, quand tout le monde écoute du Didi B aujourd'hui, on n'écoute pas du Didi B aujourd'hui, on écoutait du Didi B depuis Kif No Beat. Qui? Tout le public aujourd'hui écoute du Didi B depuis Kif No Beat. Kif No Beat, genre le groupe Kif No Beat était déjà une légende du rap ivoire avant même que Didi B ne se lance en solo. Tu vois un peu ce que je dis? Mais quand Didi B se lance... Est-ce que tu penses que si les Ivoiriens n'écoutaient pas du rap ivoire, les Béninois allaient l'écouter? Ah, mais c'est une question stratégique. On peut pas le savoir. Non. Parce que la musique est universelle. Attends, la question est simple. Est-ce que tu connais un seul pays dans le monde dont la musique a marché à l'international, ou est-ce que tu connais un seul artiste dans le monde dont la musique marche à l'international alors que dans son pays on ne l'écoute pas? Ouais, je crois qu'il devrait en avoir. Hein. Attends. Donne-moi des exemples. Je sais pas trop, mais je vais te prendre des exemples d'artistes béninois qui ont marché à l'international, pourtant le rap béninois n'était pas écouté. Non, pas rap béninois, leur musique. Leur musique a marché à l'international. Pourtant, leur musique n'est pas écoutée au Bénin. Dis-moi. Non, est-ce que je dis non? Je ne vais pas dire pourtant la musique n'est pas écoutée au Bénin. Je veux dire, en fait, c'est pas les gens qui ont été portés par le public. Je prends un exemple. Quand tu prends Blaze, on ne peut pas dire que le public béninois a porté Blaze. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Écoute ce que je veux dire. Écoute ce que je veux dire. Dans la période de Blaze, il y avait des dizaines de rappeurs. Mais on est tous d'accord que pendant la période, l'ère Blaze, c'était le mal alpha et c'était le meilleur rappeur parce qu'on l'écoutait tous. Dans ton téléphone, quand tu avais 20 chansons, tu en avais 15 qui étaient pour Blaze. Et tous les gars de ton collège aussi écoutaient que Blaze. Moi, je me rappelle à l'époque, on s'envoyait des trucs par Bluetooth. C'est que des chansons de Blaze. Et quand Blaze sortait une chanson, nous tous, on voulait écouter que Blaze. Quand Blaze faisait un concert, tout le monde voulait aller là-bas. C'était l'artiste. C'était deux artistes. Il n'y en avait pas deux, il n'y en avait pas trois. Tu vois, d'autres personnes essayaient et tout, mais bon, tu vois, on les kiffait, mais on kiffait que 2, 3, 4 chansons. Tu connais ce genre d'artistes, ils sont bons, hein. Mais fondamentalement, dans notre discographie, en fait, tu ne peux citer que 5 chansons que tu kiffes. Ou 3. Non, pas Blaze. Je parle d'autres artistes. Ouais. Que je n'ai pas forcément mentionné. Mais quand tu prends Blaze, pour tous ceux qui ont vécu la période Blaze pendant 10 ans, s'ils commencent pas à citer les sons de Blaze qu'ils ont kiffé, ils vont pas s'arrêter, la plupart. Pour ceux qui ont vraiment écouté du rap. Maintenant, on parle de l'impact de Blaze. Dans la sous-région, Blaze était écouté au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon. Il était écouté partout. Maintenant, l'époque est différente. Quand Blaze brillait, il n'y avait pas Trace Urban, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas TikTok, il y avait plein de trucs. On s'envoyait des sons par Bluetooth. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il ait un succès un succès que les gens ont, les artistes d'aujourd'hui ont. Parce que les outils n'étaient pas la même chose, la diffusion n'était pas la même chose. Les gars passaient même pas à la télé. Je me rappelle quand ils faisaient les clips, ça passait même pas à la télé parce que, bon, regardez OTB, c'est pas ça qu'on allait te mettre tes clips et tout. Tu vois, l'époque était différente. Mais l'époque n'a pas empêché le succès. Mais pourtant, moi, ce que je suis en train de dire par là, c'est quoi? Si le public béninois poussait le rap béninois, dans la période, on aurait beaucoup plus que Blaze et Diamant Noir et Nasty Nessa qui seraient des restars, quoi. On aurait eu, genre vraiment... Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tu te rends compte qu'en fait, pratiquement n'importe qui se lève, qui pousse la musique, réussit d'une façon ou d'une autre parce que les Ivoiriens poussent tout le monde. Non, mais nous, on ne pousse pas tout le monde. Non, écoute. Il faut qu'on recentre le débat. Je t'ai demandé, cite-moi un seul artiste dont la musique marche à l'international et qui n'est pas écouté chez lui. Quand tu prends Angélique Kidjo, Angélique Kidjo n'est pas trop écoutée au Bénin. Qu'est-ce que tu dis? Angélique Kidjo est écoutée au Bénin. Donne-moi un son d'Angélique Kidjo qui est écouté dans le monde entier mais qui n'est pas écouté au Bénin. Je ne sais pas, la plupart des sons de Angélique Kidjo
sont pas mainstream au Bénin. Quand tu prends les streams, je pense pas que 4 je veux pas dire n'importe quoi. Mais je pense pas que quand tu prends les streams d'Angélique Kidjo, Non, mais là, attends. le Bénin fait partie des top, du top 3 des pays. Oui, mais est-ce que Angélique Kidjo Mhm. est connue et écoutée au Bénin avant qu'elle n'ait son exposition internationale et tout? Oui, oui. Donc, tu peux pas prendre cet exemple. Donne-moi l'exemple d'un artiste Mhm. qui a marché à l'international, mais qui n'est pas écouté chez lui. Non, tu dois toujours être écouté chez toi d'abord avant de marcher à Donc, l'international. quand tu m'as posé la question de savoir pourquoi est-ce que le rap ivoire marche, et je t'ai répondu, c'est parce que les Ivoiriens écoutent du rap ivoire. Et la raison pour laquelle moi je refuse ça, c'est que si c'est juste le fait que les Ivoiriens écoutent du rap ivoire qui déterminait que le rap ivoire marchait, ça veut dire qu'en fait le rap béninois allait marcher aussi parce qu'on écoute les Béninois écoutent du rap béninois. Pas vraiment. Non, mais non, c'est ça le truc. Est-ce qu'on n'écoute pas du rap béninois parce que le rap béninois n'est pas encore au niveau de la qualité qu'on a envie d'écouter, ou c'est parce qu'on ne veut pas juste écouter? Aujourd'hui, tu ne peux pas parler de qualité. Aujourd'hui, tu ne peux plus parler de qualité en termes de clips, en termes de son et tout. En termes de lyrique, Quand tu prends le rap français, En termes de lyrique, quand tu prends le rap français, moi je te dis, en termes de lyrique, je les plie tous. Amène-moi. dans le rap français, Rap ivoire. non, je ne parle pas de rap ivoire. Tu dirais que tu plierais Nino, Non, Nino. du Booba, Mais tu vois la qualité de la musique. Non, attends. Là, on parle de rap ivoire. On parle de rap béninois. Mhm. Aujourd'hui, tu ne peux plus parler de qualité parce que le matos que les gens utilisent en France, les gens peuvent l'avoir au Bénin aussi. Mais moi, je ne parle pas de qualité en termes de matos. Tu parles je de parle de qualité qualité en termes de la musique en elle-même. Oui, mais attends, il y a un truc. Est-ce que tu penses que c'est parce que la musique d'un artiste est particulièrement qualitative qu'elle marche et qu'elle va au-delà des frontières? Non, pas forcément juste parce que c'est une musique qui s'exporte, Oui, donc que les gens peuvent écouter facilement. donc, je t'ai déjà parlé du problème de qualité là, quand on avait commencé. C'est pas la qualité qui détermine. Non, c'est pas la qualité. C'est pas la qualité. C'est pas parce que le gars écrit super bien Non, ou parce que le gars est super talentueux. Super technique, tout ça. Voilà, c'est pas ça. C'est pas ça qui gagne. C'est même pas parce qu'il chante bien. C'est même pas parce qu'il a une belle voix que sa musique s'exporte, que sa musique marche. Je dis, tu as demandé pourquoi est-ce que au Bénin, on écoute beaucoup de rap ivoire. J'ai dit, c'est d'abord parce que les Ivoiriens écoutent du rap ivoire. Pourquoi? Comment est-ce que toi, tu découvres la musique de Didi B? Didi B n'est pas venu chez toi. Didi B ne t'a pas envoyé un son. Didi B, comment est-ce que tu découvres même qui Didi B est? Comment est-ce que tu découvres le son? Parce que les Ivoiriens en parlent beaucoup et donc j'en entends parler. C'est ça. Ok. Il y a un tremplin forcément. Maintenant, si la musique de Didi B n'était pas bon à ce niveau, est-ce que tu penses que si je découvre la musique de Didi B, que j'écoute Wantou, que je ne vais pas arrêter de l'écouter? Non, mais c'est pour te dire quoi? C'est forcément les meilleurs qui sont les plus écoutés. C'est forcément ceux qui proposent un truc qui est relativement meilleur à ce que les autres proposent, que tu découvres, que tu connais. Il y a pas que Didi B qui est artiste en Côte d'Ivoire. Non, Il y a des milliers d'artistes. Il y a des milliers d'artistes. Mais en fait, genre, le public peut te porter. Ce que je veux juste te dire, en fait, mon point il est simple. Le public peut te porter, mais si la qualité. Je vais arrêter de parler de qualité. Mais si la musique que tu proposes n'est pas bonne ou n'est pas écoutable. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon l'adjectif. Ok. L'adjectif que tu dois utiliser, c'est quoi? Exportable, c'est ça? Exportable, c'est tout. Ok. Si la musique que tu proposes n'est pas exportable, si la musique que tu proposes et que le public te soulève, si la musique que tu proposes ne parle pas aux Ivoiriens, ils vont pas écouter. C'est ça. C'est tout. Oui, mais est-ce que tu dirais que la musique de Imra nous parle à nous? Mais bien sûr. Parce que déjà, nous sommes un public ça date pas d'aujourd'hui, hein, ça date de beaucoup d'années. Nous avons un public, nous avons une société qui suit beaucoup ce qui se passe ailleurs. Ouais. Nous avons une société qui est beaucoup plus influencée par tout ce qui vient d'ailleurs. Quand tu vas dans nos bars, la musique qui est jouée n'est pas béninoise, alors qu'il y a des tubes dans le pays. Après, frérot, j'ai l'impression que c'est un peu facile. Hein. Comment? Genre, c'est un peu facile, en fait, de tout remettre sur ça. Non, c'est pas qu'on remet tout sur ça. Je crois que ce que tu es en train de sous-entendre, c'est quoi? C'est que notre musique, elle est bonne au point où, en fait, si on ne pèse pas à l'international, c'est parce que le public béninois ne nous fait pas passer à l'international. Non, c'est pas ça. Ok. C'est pas à cause du public.
C'est Et pas c'est à cause de qui alors? C'est pas uniquement Non. à cause du public. Et c'est à cause de C'est qui? à cause de tout le système. C'est ça, j'essaie de t'expliquer. Est-ce que tu penses que c'est à cause de tout le système ou c'est à cause de la production des artistes? Non, eux-mêmes? c'est justement ce que je te dis. Parce qu'il y a quand même des artistes qui font des chants qui marchent dans le pays. Ah ouais, mais c'est vrai. Attends. La fois, je viens de me rappeler quelque chose. Et automatiquement, j'ai changé d'avis. Quand tu prends Vano, Ouais. on peut pas dire que Vano ne fait pas de la musique qui est super bien. Ouais. Mais pourquoi Vano ne s'exporte pas autant que Didi B? Réponds. Je ne peux pas dire que c'est pas parce que la musique est pas bonne. Tu peux pas dire ça. Ouais, je peux pas dire ça. Et on ne peut pas dire ça. Et c'est quoi la raison? Ah ouais, ça revient à ce que tu dis. C'est tout le système. Ça revient Tu vois, potentiellement. un artiste comme Vano, aujourd'hui, l'industrie, avec hein. la carrière qu'il a, avec les statistiques, Vano a plus de statistiques que beaucoup d'artistes ivoiriens qu'on écoute beaucoup ici. Et quand tu vois ces statistiques, il y a beaucoup d'artistes de ces pays-là qu'on écoute qui ne s'asseyent pas à sa table. Tu vois, normalement, Même aujourd'hui... de la qualité de la musique. Ouais, même quand je parle de qualité, mais même de... Tu vois, Le de ce son qu'il que propose, le son que tu écoutes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le système, en fait, qui Ouais, n'est pas aussi, bon. aussi. C'est interdépendant. C'est pas que les artistes, c'est pas que le public, c'est pas que les acteurs. beaucoup de choses. C'est nous tous. Nous tous ensemble. Nous c'est tous, on doit être d'accord sur le fait qu'on n'a qu'un seul pays et qu'on doit accepter que le seul fait qu'on n'a qu'un seul pays, on doit faire de ce pays-là notre combat. vrai. On a fait briller ce pays-là. Tu penses que si On on touche. avait... Quand on parle de talent brut de rap, par exemple, maintenant, si on avait eu plusieurs blazes, genre des rappeurs qui ont brillé à ce niveau-là, est-ce que tu ne penses pas que le game aurait un peu changé quand même? Non, mais il y avait des talents à l'époque de Blaze aussi. Hein. Il y avait de gros talents. Oui, je suis d'accord. Après- Mais quand après- tu prends le Togo, par exemple, Après, chacun a son étoile, tu à vois. son étoile, je suis d'accord. Mais quand tu prends le Togo, quand tu prends les Toufan, Ouais. les Toufan aujourd'hui, ils sont les stars numéro 1 en fait, du Togo. Où même si à côté, il y a Centrinos, il y a plein d'autres artistes. Mais aujourd'hui, les Toufan, c'est eux qui représentent, comment on l'appelle, le Togo. Ce que moi je dis, c'est quoi? C'est que imagine s'il y avait plus de Toufan. C'est ce qui se passe. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il y a comme le Didi B en Côte d'Ivoire. Ah, frère, il y en a au moins 3-4. Hein. Cite-les-moi. Il y a Didi B, il y a Imra, il y a Suspect, il y en a beaucoup. Mon frère, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, non, mais... Au niveau de Toufan, Non, je ne veux pas parler au niveau... Tu as dit, il y a combien de Didi B en Côte d'Ivoire? C'est-à-dire, Oui, il y a mais combien après- d'artistes que tu peux mettre sur le même podium que Didi B et ils les éteignent pas, en fait. Quand je dis les éteignent pas, c'est que c'est des gens qui ont une lumière comparable, qui ont un talent Ouais, je suis d'accord. de la production comparable. Mais quand tu prends Toufan, il y en a combien d'artistes au Togo qui peuvent éteindre Toufan ou qui peuvent... Tu vois, aujourd'hui, quand tu prends Imra, Didi B, ils font la guerre. ah ok, d'accord, tu parles de ça. Ouais, je comprends. Quand tu prends Imra et Didi B aujourd'hui qui font la guerre, les gens disent que... Après, il y a aussi un truc. Quoi? Il y a aussi une relativité qu'on ne doit pas oublier. Laquelle? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand tu vas dans un pays où il y a 30 habitants et que si dans un pays où il y a 30 habitants, écoute-moi, Je t'écoute. il y a 10 chèvres, quand tu iras dans un pays où il y aura 90 habitants, tu auras 30 chèvres. Quand tu vas dans un pays où il n'y a que 10 habitants, tu auras peut-être une seule chèvre. Tu me suis? La démographie joue aussi. La démographie joue aussi. La démographie joue beaucoup. Et c'est ce que tu remarques aussi au niveau du foot. Tu comprends? Chez nous, on a une big méga star, big mama de l'Afrique, Angélique Kidjo, que même les autres artistes des autres pays n'osent pas. Tu ne peux pas parler de Angélique Kidjo comme tu veux. Pourtant, elle est béninoise. À quel point on la valorise au Bénin? C'est inexistant. Ok. À quel point est-ce qu'il y a cette relation de... Ok, dès qu'on parle d'artistes, on la met devant et puis les autres se taisent. Parce que c'est quand même la maman qui a 5 ou 6 Grammy. T'as capté ou pas? Whisky dit là a galéré avant d'en avoir un, tu vois. À quel moment est-ce que quand les autres parlent de Whisky, tu leur dis tais-toi, on a Angélique Kidjo? On ne le fait pas. On ne le fait pas. Limite, quand tu demandes même de proposer des rappeurs béninois pour que les gens écoutent et tout, et que tu proposes des rappeurs, c'est dans le même commentaire que tu verras des Béninois venir mettre lui là, c'est pas un rappeur. Non, on n'a aucun rappeur au Bénin. Les rappeurs... Tu vois, c'est tout ça, il faut qu'on commence à changer. Il faut que nous, les artistes aussi, il y a un travail qu'on doit faire. Il faut qu'on amène un certain sérieux dans la composition de nos textes. Aujourd'hui, quand tu écoutes la musique que les autres nous proposent et qui sont consommées par notre public,
qu'est-ce que les gens proposent en termes de tests, qu'est-ce que les gens proposent en termes de mélodie, qu'est-ce que les gens proposent en termes d'instrumental, en termes de beats, et qu'est-ce que nous on propose. Parce que si tu veux concurrencer les gens sur un terrain, il faut que tu proposes quand même un truc qui est égalable à ce que les autres proposent. Je ne parle pas en termes de qualité, mais je t'aime en termes de direction artistique. Est-ce que tu ne penses pas aussi que les rappeurs béninois doivent aussi commencer par proposer de la musique exportable? C'est pas que du rap. Le rap la musique béninoise, on doit commencer par proposer une musique qui est très exportable. Bien sûr, je suis d'accord. Et le rap, c'est déjà une musique exportable. Le rap, c'est la seule musique aujourd'hui qui est d'office exportable dans n'importe quel pays dans le monde. Quand tu vas dans n'importe quel pays dans le monde, il y a forcément un rappeur. Même quand tu vas au Bangladesh, il y a des rappeurs. Tu as déjà écouté du rap chinois? Non, c'est dingue, mais il y a du rap chinois. Tu écoutes du rap chinois? Non, mais il y a des rappeurs chinois. Écoute du rap chinois. Il y a des rappeurs chinois. Okay. Il y a des rappeurs qui viennent des Philippines. Tu t'en rends compte? Même en Mauritanie, il y a des rappeurs. Genre, même en Irak. Partout dans le monde. Quoi? Genre, le rap, c'est une musique qui est très, très truc là. Déjà, le rap, tout simplement, est exportable. Après, comment faire pour que le rap soit dans toutes les maisons? Parce que ce qui joue aussi avec nous, c'est qu'on calcule c'est quoi la musique qui est jouée dans toutes les maisons. Et la musique qui est jouée dans toutes les maisons, c'est la musique que nos artistes proposent. Mais est-ce que la musique qui est forcément jouée dans nos maisons, c'est la musique qui quitte nos maisons et qui va dans la maison des autres ailleurs? Non. Il faudrait que la musique qu'on écoute dans nos maisons soit également la musique qu'on écoute ailleurs. Et c'est ce travail-là qu'on doit faire. Et la musique la plus facile à exporter aujourd'hui, c'est le rap. Il n'y a rien à faire, quoi que tu me dises. La musique, facilement, le langage musical que tout le monde comprend aujourd'hui facilement dans le monde entier, c'est le rap. Et c'est pour ça, moi, j'ai décidé de revenir au rap. Mais quand tu écoutes mon projet, c'est vrai qu'il y a des sons vraiment rap, chaud et tout. Mais tu ne peux pas dire que c'est un album 100% rap ou un album qui est destiné que pour le rap. Il y a aussi ce que j'ai envie de faire. Il y a aussi une certaine direction artistique. Mais moi, je suis beaucoup plus axé sur l'écriture. Et l'écriture aujourd'hui, c'est hyper important. C'est hyper important. Aujourd'hui, les Nigérians sont devenus injouables à cause de leur écriture. Quand tu lis les lyrics des artistes nigérians aujourd'hui, tu te dis, merde. Tu vois? Donc, tout ça, c'est important. Ami, je crois quand même qu'en partie, tu m'as convaincu sur le fait que si la musique béninoise ne marche pas à l'international en général, c'est pas parce qu'on n'a pas de la musique de qualité, c'est pas parce que tu peux pas on n'a pas des artistes qui produisent des choses. T'as des artistes comme First King, t'as des artistes comme Diblo, t'as des Tigang, t'as trop de talent au Bénin. T'as des Nicanor, t'as des East Time Jigs qui te proposent un Adiapiano, qui font un concert derrière. Mais le truc, c'est que les musiques marchent dans le pays. Les musiques marchent, mais chaque fois que tu vas à un endroit où des étrangers viennent, pourquoi on ne joue pas cette musique? Chaque fois que tu vas dans un bar où des étrangers viennent, pourquoi à ces endroits-là, les musiques qui marchent dans le pays, et anytime, on est tous d'accord que, ok, cette musique marche au pays. On sait tous que la Adiapiano marche au Bénin. Mais pourquoi, quand tu vas dans des endroits où les étrangers sont censés venir découvrir la musique du Bénin, why do people play music from another countries? Pourquoi? Why do you play music from Ivory Coast, from Nigeria? Quand tu as des Français qui viennent, quand tu as des expats qui viennent et qui veulent aller en boîte à Cotonou. Moi, je suis arrivé au Sénégal. Le premier taxi que j'ai pris, c'était du Mbalax. Les gars, ils s'en battent les couilles. Même à l'aéroport, que tu comprennes le français ou pas. Quand tu viens au Sénégal, Wolof Rek, c'est que du Wolof. Et c'est un peu dans ce mindset que les Allemands aussi sont. Tu vas en Allemagne et que tu ne parles pas allemand, c'est ton problème, quoi. Ils en ont rien à foutre de toi, en fait. Donc, il faut qu'on reprenne le patriotisme et qu'on fasse du patriotisme notre combat. C'est la première chose qu'on va faire. C'est ça qui va permettre que moi, quand j'ai envie d'acheter une chose, que je ne commande pas sur Alibaba ou sur... mais que je cherche à savoir c'est qui les promoteurs béninois qui fabriquent cette chose. Mais c'est ça aussi.
faire du patriotisme notre combat pour que, quand j'ai envie de voyager, pour aller dépenser mon argent, par exemple à Dubaï, mais qu'il y ait des coins où on fait du jet ski au Bénin. Et comment je suis au courant qu'il y a des coins qui font du jet ski au Bénin? Comment je suis au courant? Alors qu'il y a peut-être des coins où on fait du jet ski au Bénin. Mais si dans notre mentalité, on n'est pas prêt à se soutenir, à pousser nos projets, à faire en sorte que quand les gens viennent au Bénin, qu'ils découvrent les trucs qui sont made in Bénin, c'est chaud. Et la musique a un vecteur hyper essentiel de promotion d'un pays. Par la musique, en fait, tu peux arriver à coloniser des gens. Aujourd'hui, l'Afrique est à la mode à cause de la musique. du Nigeria. À cause du Nigeria. Simple. Et les Ivoiriens ont commencé à venir à la mode aussi. À la mode aussi. Quand tu suis les vidéos, suis les gens à l'extérieur et tout, les Ivoiriens sont trop à la mode. Imra, il est allé en France la dernière fois, tu as vu l'effet que ça a fait. Oui, au flamme, il a cartonné. Ah, mais c'est parce qu'il y a des Ivoiriens qui vont dans les commentaires. Mais ce même Imra, là, il y a 3-4 ans, là, des gens disaient qu'il ne valait rien. C'est pas qu'il fait une musique qui est plus extraordinaire que ce que First King fait au Bénin, par exemple, ou ce que Tigang fait. Mais on a besoin de donner cette même hype-là à Tigang. Et que Tigang aussi se dise, OK, il faut que je fasse une musique. Quand les Béninois vont me donner la hype, quand les Ivoiriens vont m'écouter, il faut qu'eux aussi ils adoptent. Ah, mais lui, là, il est bon aussi. Ah, sinon, on a les artistes. On a les artistes qu'il faut. Des artistes même très talentueux. Je dis, le pays qui fait la musique qui se rapproche le plus de la musique du Nigeria, c'est le Bénin. Le pays qui a les artistes assez talentueux pour faire de la musique qui se rapproche le plus de ce que fait le Nigeria, de la bâtardise que le Nigeria fout dans le monde entier. Le seul pays en Afrique qui est capable de prendre le relais, c'est le Bénin. Parce que déjà, we got the same culture, on a la même culture, on a les mêmes influences de mélodie, mais on ne peut juste pas percer quand le Nigeria est là et que nous, notre musique ressemble trop à ça. Il faut qu'on trouve notre truc. Il faut qu'on mette les éléments qu'il faut pour promouvoir notre truc. Wow. C'est pas? Yeah. On s'approche de la fin de ce podcast. Ouais. Mais je pense que le public a envie de savoir quelque chose. Dis-moi. Est-ce que tu es en couple? C'est une question. Oui, c'est une question. Je vais faire comme Enza la dernière fois. Elle répond juste, c'est une question. Elle était même passée par ici la dernière fois. Est-ce que Chris Ba est en couple? Ouais. Chris Ba est en couple. C'est du sérieux? Ou c'est le couple de... En vrai, en vrai, je ne sais même pas si je suis en couple ou pas. J'ai pas vraiment les informations adéquates par rapport à ce sujet. C'est un sujet sur lequel, avec un colloque de scientifiques, on est en train de on se penche sur le sujet pour... on a mené des études pour essayer quand même de... Non, mais on étudie. Je pense qu'avec les avancées qu'on a, je pense que d'ici là, on pourra quand même... déceler le problème et quand même pouvoir apporter des réponses plus claires à nos populations par rapport à ce sujet, parce que je pense que c'est un sujet très très épineux qui mérite vraiment toute concentration. Est-ce que Chris Ba est en couple? Je pense qu'on devrait vraiment s'attarder sur ce sujet et en faire même peut-être un sujet de dissertation pour le prochain bac et voilà. Tu abuses. Tu as des enfants? Ah ouais, là, par contre, sujet tabou. Tu vois, c'est tabou. Ouais, sujet très, très tabou. Ça veut dire qu'il y a anguille sous roche? Ouais, il y a anguille sous roche, il y a même tout un continent sous roche. Non, Tu as un garçon? J'ai beaucoup d'enfants parce que les rappeurs sont mes enfants. Les rappeurs de Béninois sont mes enfants. J'ai beaucoup d'enfants. Et c'est pour ça que je ne voulais pas répondre à la question, parce que je sais que quand je vais donner la réponse,
Les gens vont encore dire que ouais, je m'égosille et tout. Et c'est pour ça que je dis que c'est une question très, très épineuse. Tous les rappeurs béninois sont mes enfants. Je suis le papa. Donc, Tommy Tony. Donc, tu as beaucoup d'enfants, quoi. J'ai beaucoup d'enfants, ils sont trop nombreux. Ok. Mais ils me clashent. Mais ils te clashent. Ouais, c'est pas... Comment tu joues ça? Des enfants qui clashent le père. Comment tu prends ça? Ils sont maudits. Un enfant qui clash son père, il est maudit. Non, mais c'est bien. Moi j'ai envie qu'on fasse une conférence vive des forces du showbiz béninois, qu'on s'asseye et qu'on discute vraiment. On a besoin de bouger les choses. Aujourd'hui, le monde est tellement... En fait, aujourd'hui, c'est tellement facile pour un pays de venir à la mode que nous, en fait, on ne peut pas rester en marge de ça. Tu vois, on est à une ère de mondialisation où les choses vont tellement vite que nous, on ne peut pas rester en marge. On a un pays trop beau, en fait. Regarde comment Cotonou est joli. Regarde comment nos gars sont frais. Regarde comment, déjà même le podcast qu'on fait là, regarde comment on s'exprime. Regarde comment on discute. Regarde comment on est intelligent. Et pourquoi nous, on va rester en marge de cette exposition dont tous les pays sont en train de bénéficier? Pourquoi nous, on n'en bénéficierait pas? Donc, je pense qu'il faut qu'on s'asseye et qu'on décide aussi peu que nous sommes. Il faut qu'on fasse la promotion des personnes qui viennent du Bénin, qui entreprennent ici. Tu vois, si je veux acheter une montre, que ça ne vienne pas de France, par exemple, que j'achète une montre chez un gars qui fait des montres ici, que ma table que j'ai chez moi soit fabriquée par quelqu'un qui la fabrique ici. D'abord, on ne refuse pas l'importation et tout, mais sur 100% de ce qu'on utilise, de ce qu'on consomme, il faudrait qu'il y ait un quota d'au moins 80% qui soit béninois. Consommons local, c'est très important. C'est la première chose qui développe les pays. C'est la première chose qui développe les pays. Tu vois? Donc, c'est important. Quelle suite tu vois pour ta carrière? Est-ce que parce que là, tu viens de sortir un album? Ouais. Je vais c'est quoi la suite pour toi? La suite, ça va être beaucoup de combats, beaucoup de luttes, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de bons moments, beaucoup de sourires, quelques moments où on flanche, quelques moments de tristesse et tout. Mais moi, mon objectif final, c'est d'être un gros producteur de musique, gros dans tous les sens du thème. Je n'espère pas perdre du poids de façon drastique. Un gros producteur de musique qui arrive à régler les problèmes auxquels j'ai fait face. Tu vois, je me dis, si je dois régler ces problèmes, je ne peux pas être artiste. Je ne peux pas être artiste toute ma vie si je veux régler les problèmes du showbiz béninois. Il faut que je fasse partie des décideurs. Mais des décideurs vraiment, des gens vraiment actifs, tu vois. Des gens vraiment qui font quelque chose dans le domaine, tu vois. C'est ce que j'ai envie de faire. Est-ce que dans cette logique-là, tu penses, avant de devenir producteur, par exemple, maintenant, à travailler, on a beaucoup parlé d'exportation de la musique, à travailler à ce que ta propre musique soit exportée? Bien sûr, et moi j'ai commencé déjà. Quelle est la raison pour laquelle, selon toi, ta musique, elle est pas exportable aujourd'hui? Ou elle s'exporte ça? Elle s'exporte pas assez aujourd'hui? Ma musique a commencé à s'exporter. A commencé? Déjà, depuis que j'ai recommencé avec le rap et tout, les retours que j'ai, franchement, je suis écouté dans plusieurs pays. Et quand les autres artistes vont vouloir rattraper le train, ils se rendront compte que je suis déjà loin. Ouais. Et j'espère pour eux qu'ils rattrapent le train très tôt. Là, je suis vraiment écouté. Mais je suis écouté de la manière dont j'ai envie d'être écouté. Pas de faire un boom où tout le monde me découvre en même temps, mais de commencer à me faire écouter petit à petit, de rentrer dans les playlists. Aujourd'hui, maintenant, dans presque tous les pays de la sous-région, les gens savent qu'il y a eu un clash au Bénin et que l'un des rappeurs qui était dans ce truc-là, c'est Chris Ba, et ils ont écouté ma musique. Ils savent que, ouais, lui, lyricalement, il plie presque tous les rappeurs de la sous-région. Ah, faudrait qu'ils prient tous, parce que je les plie tous. Tu t'es dérimé encore. Ouais.
Tu vois. C'est dans le sang. Ça me fait penser à Kanye West. Tout le temps, sur les interviews. Non, mais lui, il fait le fou. Oui, c'est un fou. C'est pas qu'il fait le fou. Il fait le fou. Oui. Ah, il n'est pas fou, hein. Ah bon? Kanye, il n'est pas fou. Je te jure, il n'est pas fou. Kanye a compris que, en tant que black, pour ne pas subir, je pense, tout ce que les autres blacks sont en train de subir aujourd'hui, se faire passer pour un fou dès la base, en fait, il peut dire toutes ses vérités et vous allez dire qu'il est fou. Et c'est ça ce qu'il est en train de faire. Il va dire toutes ses vérités, il va faire toutes ses bêtises et vous allez mettre ça sur le dos de la folie. Ah, il n'est pas fou, lui. Non, Kanye, il n'est pas fou. Il dit, quand tu regardes bien le fond de la pensée, tu te dis, ah, mais lui, il est en train de faire un truc de dingue. Ça change les mentalités. Les Noirs l'insultent. Quand il a parlé de, pour faire 400 ans d'esclavage, il faut être idiot. Mais les African-Américains, ils l'ont insulté. Ils ont dit qu'ils ne respectent pas l'esclavage et tout. Mais, at the end of the day, comment tu fais 400 ans d'esclavage et tu sais que c'est l'esclavage qui t'a mis dans ce bail, mais tu portes toujours le nom de tes anciens maîtres. Il faut être fucking dumb. Il faut être stupide pour... c'est la vérité, il leur a dit. Et c'est vous tirez dessus dans les quartiers pour des jeux et tout. Ah, mais... il sait là où il a touché. Tu vois, il n'est pas fou, lui. Tu penses que l'esclavage était un choix aussi? L'esclavage n'est pas un choix et ce serait difficile de dire que l'esclavage est un choix. Mais l'esclavage a commencé à un moment et on ne peut plus nous dire que l'esclavage continue. Donc, si l'esclavage continue jusqu'à aujourd'hui, c'est que c'est un choix. C'est que nous-mêmes, on ne veut pas sortir de ça. Aujourd'hui, moi, j'ai cessé de faire ces débats parce que je pense que j'en ai fait assez sur mes réseaux sociaux et tout. Et je pense qu'il y a des gens qui savent et qui font semblant de ne pas savoir. Ceux-là, ils font du business, ils se font de l'argent. Mais il y a des gens qui ne savent pas et qui pensent qu'ils savent. Et ceux-là, il ne faut pas chercher à les convaincre. Les seules personnes avec qui tu devrais discuter, c'est les personnes qui cherchent à savoir. Et pour chercher à savoir, il faut se poser des questions. Il faut se remettre en cause. Pourquoi est-ce que les pays les plus pauvres du monde sont les pays dans lesquels les habitants portent des noms qui ne sont pas issus de leur culture? Pourquoi toi tu t'appelles Benny? Pourquoi moi je m'appelle Aurel alors qu'on est tous les deux noirs? Et pourquoi est-ce que le français ou le chinois ou l'hindou ne s'appelle pas Kako ou Doji ou peut-être Kofi? Pose-toi la question. Et quand tu te poses cette question, c'est que tu veux savoir. Et les réponses que tu auras te permettront de sortir de l'esclavage. Parce que l'esclavage aujourd'hui, ce n'est plus physique avec des chaînes. C'est mental. Ouais. Wow. Tu vois qu'avant qu'ils ne m'atteignent là, ils n'en ont pas dans la tête. Merci Chrisba. Merci mon gars. C'était un super moment. Est-ce que Merci tu as beaucoup. un mot de fin avant qu'on se quitte? Merci à toi. Merci pour l'invitation. J'ai vraiment adoré le moment, franchement. It was a big pleasure for me. J'espère revenir encore une fois parce que je pense que j'aurai évolué dans ma carrière. Il y aura de nouvelles choses qui vont se passer. Et voilà, on aura le temps d'en discuter. Et plein de succès à vous. Continuez. Et c'est justement ce genre d'événements, en fait, ce genre d'initiatives qui vont faire parler de notre musique, qui va faire que les choses vont changer. Tu vois? Il faut que nous, autres artistes, on soit prêts à accompagner ce genre d'initiative. Et en même temps que toi aussi, déjà que Chrisba a accepté de t'accompagner sur ton truc, il faudrait que dans ta playlist, il y aurait beaucoup de Chrisba. Si tu invites, par exemple, je donne un nom au hasard, Fally Ipupa pour venir à ton podcast, ça va être compliqué, hein, mon gars. Mais tu as plus de musique de Fally Ipupa que de musique de Chrisba dans ta playlist. C'est vrai que c'est ce que tu aimes écouter. Mais parfois, la raison peut te pousser à dire « Ah, mais quand même, quand j'ai eu besoin d'un artiste, lui, il est venu. » Bon, ok.
je vais écouter du Chris Ba autant que du Fally pour voir. Ne serait-ce que pour voir si... Accorder le bénéfice du doute, quoi. Ouais, si je vais kiffer. Si demain, D-Blue, tu as envie d'écouter, tu as envie d'avoir D-Blue dans ton podcast et que D-Blue vient et que vous discutez et que c'est frais, tu te dis, ah, mais lui, ça en vaut la peine d'écouter D-Blue. Ah, mais D-Blue, il est Yoruba. Ou bien, ah, il y a d'autres artistes Yoruba. Je vais écouter les autres artistes Yoruba pour voir. Ah, mais Chris Ba, il fait du rap. Il a fait feat avec telle personne. Ah, j'irai écouter cette personne pour voir ce qu'il propose comme musique. Et c'est comme ça qu'on va faire découvrir nos artistes aussi. Mais ça doit commencer par nous, ça doit commencer par toi, Benny. C'est comme ça. Moi, je pense que c'est important. On a tous notre partition à jouer. Exactement. Et tu vois, une industrie, on parlait d'industrie beaucoup dans l'émission. J'étais pas au début d'accord qu'il fallait toute une industrie pour faire péter ce qu'on fait. Sans industrie, c'est impossible. Et là, je me suis rendu compte que sans industrie, c'est impossible. Et tout ça, ça fait partie de l'industrie. Exactement. Quand tu prends la France, quand ils sortent une musique, quand ils sortent un album, mais chaque artiste fait le tour de toutes les radios, tous les podcasts. Parce que l'industrie est faite de sorte à ce que quand tu sors ton projet et que tu arrives à passer en radio, c'est que c'est toute la France qui t'écoute. Parce que, je ne sais pas si tu es déjà allé en France. Bien sûr, plusieurs fois. OK. Quand tu prends un taxi le matin, les taximans, pas taximans, les VTC, les Uber et tout, mais ils écoutent pas, ils mettent pas leur musique sur Bluetooth. Ils mettent la radio. La radio, toujours. Ils mettent énergie, ils mettent génération, ils mettent au calme et tout. Mais c'est devenu instinctif, en fait. Et tu vois, c'est une autre forme de streaming. Tu vois? C'est incroyable. Or, par exemple, chez nous, on va connecter directement le téléphone. Et on va te jouer. On va te jouer la musique qui vient d'ailleurs. C'est vrai. Non, mais c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Ça fait quoi? Ça fait que, en écoutant que de la musique, et ça, c'est très important, en écoutant que de la musique, pas que, mais en écoutant beaucoup de musique qui vient d'ailleurs, les Béninois ont aiguisé leurs oreilles. C'est-à-dire que les Béninois savent écouter de la très bonne musique. Et ça, il faut l'accorder à notre public. Notre public a une oreille très, très aiguisée. Très, très aiguisée. C'est-à-dire, en fait, ils ne permettent pas aux artistes béninois d'essayer une musique qu'eux, ils écoutent déjà ailleurs et de ne pas faire mieux. Ils ne permettent pas. C'est-à-dire, en fait, si toi, tu veux faire de la rumba aujourd'hui, si tu ne fais pas mieux que Fally, les Béninois ne vont pas t'écouter. À un moment, il faut qu'ils comprennent que ce sera difficile pour nos artistes de faire mieux que Fally. Et il faut que nos artistes aussi comprennent que je ne peux pas faire mieux que Fally. Donc, il faut que je fasse un truc qui passe un peu à côté, un truc un peu différent de ce que Fally fait pour que mon public béninois qui m'écoute ne me mette pas en concurrence directe avec Fally, mais qu'il écoute quand même ce que je fais à côté de ce que Fally fait. Le à côté, quoi, au lieu d'être en concurrence. Donc, en même temps qu'il y a un travail à faire au niveau de notre public, nous, aussi, artistes, il y a une grosse responsabilité qui nous incombe. Et cette responsabilité, on doit la prendre, on doit accepter de prendre des risques. Parce que je reconnais que nous, artistes, on évite de prendre des risques. Moi, j'ai pris un risque avec Uno. J'ai cessé de faire tous les sons que je faisais qui étaient très calculés pour être mainstream direct. Et j'ai pris un risque. Et ce risque, franchement, je suis heureux de l'avoir pris parce qu'aujourd'hui, je ne vais plus être catalogué. Aujourd'hui, je peux proposer de la musique qui vient vraiment de moi. Et ceux qui vont venir l'aimer, c'est vraiment ceux qui vont l'aimer. Je veux plus forcément que le gros public le prenne tout de suite. Avec le temps, quand ça va commencer à rentrer dans nos maisons, ils vont prendre aussi. Et plus tôt on accepte qu'on a du travail et qu'il faut recommencer à zéro, mieux on prend de l'avance. Mais quand on va rester dans le déni et se dire on va pas recommencer à zéro et qu'il faut forcément continuer à faire ce qu'on fait sans prendre de risques, on va toujours heurter le plafond de verre qui nous arrête depuis des années, quoi. Ouais. Merci Chris Ba. Merci beaucoup à toi, Benny. C'était un plaisir. Plaisir partagé. Les gars, on met le lien vers les plateformes de Chris Ba et vers Uno.
l'album. Ouais, Uno, le Dans- VEP. Le EP dans les commentaires de la vidéo YouTube. Comme ça, vous pouvez streamer. Tu te rends compte, moi, en fait, vraiment, en préparant l'émission pour vraiment m'imprégner de ton univers, surtout des récents trucs et tout, je suis allé sur Spotify. Et C'est ça qu'il faut faire. J'ai streamé l'album. Tu peux demander à mes gars sont ici et tout, tu peux leur demander. Ah, mais c'est ça qu'il faut faire. J'ai streamé. Mais c'est ça. Et je me suis dit, ah, ok, je comprends. Ah, oui, il y a tel truc et tout. Ah, ok, que je vois un peu l'univers, les derniers trucs et tout. Il faut que, Et, il faut que le mot streamer soit vraiment dans nos bouches. que ça vienne. Les Ivoiriens ont commencé ce combat en 2017 pour qu'aujourd'hui ça paye. Aujourd'hui, ça paye. Mais il faut que nous on commence tôt aussi, quoi. Ouais. Et je crois que ça va venir. Inch'Allah. Ça va venir. Inch'Allah. Merci à toi. Merci à toi aussi. Et voilà. On espère que vous avez kiffé l'épisode. Laissez les commentaires, abonnez-vous et au prochain épisode. Ciao. Merci les gars.